Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans Lueur, une émission d'entretien long format. Posez-vous tranquillement, on est ensemble pour 1h30, 2 heures, un peu plus, qui sait, on ne sait pas trop, pour parler de liberté d'expression, pour parler de l'état de notre démocratie, de l'état de notre audiovisuel public avec Guillaume Meurice. Oui. Salut Guillaume. Salut. Ah, dis donc, c'est beau hein, chez toi. Hein. T'as vu, on a mis des bougies. Les gens ne voient pas, mais c'est incroyable. Bah, ils voient un petit peu. Ils voient ils voient qu'une partie. C'est vrai. En fait, c'est une villa absolument somptueuse. Tout à fait. Hein, nous sommes dans de Paris. Enfin, je vais pas te révéler une cathédrale, hein, tout simplement. C'est impressionnant. Alors, Guillaume, nous sommes ensemble parce que... quelle année, finalement. Bah, oui, et elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Je retrace la chronologie pour celles et ceux... Déjà, pour celles et ceux qui te découvriraient, est-ce que tu peux te présenter succinctement, ou pas succinctement du tout, d'ailleurs? Prénom Guillaume, nom de famille Meurice. Souvent, on se présente par la profession, alors on va dire humoriste, chroniqueur, auteur. J'ai commis quelques livres, comme on dit. Et puis voilà, Homo sapiens, de l'espèce Homo sapiens. C'est important de le préciser parce que c'est une espèce qui a une spécificité, comme toutes les espèces du règne animal, qui est une espèce qui communique énormément, un animal social qui communique énormément, donc il y a besoin de langage articulé, comme celui que j'utilise en ce moment, et donc ça va avoir une importance pour la suite de l'entretien. Pour la suite des événements. Voilà. Combien d'années à France Inter? 12 ans. J'ai commencé en 2012 avec François Hollande. Il venait juste d'arriver. Incroyable. Avec lui. On est arrivé avec lui, parce qu'on est arrivé avec Pierre-Emmanuel Barré, Alex Vizorek, toute une nouvelle bande. Nicole Ferroni, peut-être qu'elle était là un an avant. Bon, toute une nouvelle génération de petits foufous, quoi. Ouais, il y a 12 ans, ouais. Dont aujourd'hui, assez peu restent sur l'antenne d'Inter, finalement. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a? J'ai pas de... si, on avait Daniel Morin. Mais Daniel Morin, il était là avant que France Inter existe. Exactement. Il a bâti le bâtiment autour de Daniel Morin, donc il ne sortira plus. Mais sinon, tu as raison, à mon avis, il n'y a plus beaucoup. Hein. Ouais, il n'y a pas un chat, là, les gens, ils ne peuvent pas... Il y a totalement un chat. Voilà, donc peut-être les gens, ils vont se dire, ah si, il y a lui et lui. Il y a déjà 18 000 messages, évidemment. Les gens disent Meurice avec beaucoup de « i » dans le chat. D'accord, ok. On retrace un peu ce qui s'est passé brièvement cette année pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant. Le 29 octobre dernier, tu fais une chronique sur Halloween. C'est ça. Voilà. J'ai l'impression d'être à nouveau à la PJ. On en parlera, mais j'ai été auditionné à la PJ pour ça. Alors allez-y, monsieur le... Mais c'est parti de là, une chronique sur Halloween, on ne peut plus inoffensive, comme tu en as fait quelques-unes, dans laquelle tu fais cette blague. Dans les déguisements qui font peur, il y a par exemple le déguisement Netanyahou. Vous connaissez Netanyahou, une sorte de nazi, mais sans prépuce. Que n'avais-tu pas dit? Tollé. Non, pas vraiment tollé en vrai. Pas tollé tout de suite, non, mais par contre, instrumentalisation, en tout cas utilisation de cette phrase dans la chambre d'écho des réseaux bolloréens. Pascal Praud en parle abondamment, c'est repris étonnamment sur Europe 1. Et puis, il y a ce tweet de la rabbine Delphine Orviller qui fait changer de sphère cette polémique. On t'accuse d'antisémitisme. Je ne sais pas s'il y a une causalité, mais en tout cas, il y a une grosse corrélation. Il y a plus de gens qui s'autorisent à me sauter dessus après ce tweet-là, j'ai l'impression. C'est le moment où tu es accusé d'antisémitisme. 2 plaintes qui sont déposées contre toi, une pour injure à caractère antisémite et l'autre pour provocation à la haine antisémite. Et la shitstorm, comme on dit. Classique, quoi. Voilà, mise en garde de l'Arcom adressée à France Inter, avertissement de Radio France qui t'est adressé à toi-même. Le 15 mars, tu sors un livre, L'oreille du cyclone. Dans l'oreille du cyclone. Dans lequel tu racontes ces mois qui se sont écoulés, des mois dans lesquels tu étais resté d'ailleurs assez silencieux. Oui, je ne voulais pas commenter le commentaire. Tu continuais de tenir ta chronique sur France Inter, mais le 22 avril, les plaintes sont classées sans suite. Exact. La justice estime donc qu'il n'y a même pas de raison d'instruire les plaintes, c'est qu'elles sont manifestement nulles et non avenues. Le 28 avril, 6 jours plus tard, deuxième chronique, dans laquelle tu fais une autre blague, évidemment en tant que chansonnier, fanfaron, tu ne manques pas de faire des blagues sur le fait que ce trait d'humour est donc ta première blague autorisée par la justice. Que n'avais-tu pas dit? Tollé. Tollé. Enfin non, toujours pas tollé. Non, mais... toujours pas. Non. Et alors c'est ça qui est
aucun tollé, précisément. Aucun tollé, ouais, pas de La blague, pour le coup, fait l'unanimité. J'ai l'impression que les gens... Oui, ou les gens s'en foutent en régional. Oui, voilà. Ouais, exactement. Sauf que le 2 mai, tu es suspendu de l'antenne de France Inter. Et la semaine dernière, le 11 juin, il aura fallu plus d'un mois, tu es officiellement licencié de France Inter. D'où ma première question, très sérieuse. Ouais. Comment ça va ? Ah, ça va plutôt bien. C'est un peu fatigant parce que c'est très chronophage. J'ai reçu beaucoup de messages. Alors là, je suis dans la phase où je reçois beaucoup de messages de soutien, donc évidemment, ça fait plaisir. Mais j'aime y répondre aussi, c'est normal. Donc, je dors pas beaucoup, mais je dois avouer que c'est une période assez stimulante. Parce que c'est une période assez stimulante intellectuellement aussi. Moi, ce qui m'interroge, c'est pas seulement mon petit cas personnel, mais c'est ce que ça dit de la société. Mais je pense qu'on va parler de ça. Et ce que ça dit du débat public, évidemment, de la liberté d'expression, mais ce que ça dit aussi surtout des rapports de force. Qui obéit à qui fout la pression à qui qu'est-ce qui se joue là-dedans, autour de cette blague, parce que c'est anecdotique, c'est quand même anodin. Une blague, un humoriste qui fait une blague, on me reproche d'avoir fait mon travail. Donc ça m'a beaucoup intéressé. C'est aussi pour ça que dans un premier temps, j'ai voulu en faire un livre. Et c'est pour ça que dans un second temps, j'aime bien participer à des émissions comme la tienne, où on a le temps justement de fouiller un peu ce qui se passe. Alors l'intérêt, c'est que là, tu n'as pas eu le temps encore de faire un nouveau livre. Non, j'en ferai pas. Je tiens à rassurer tout le monde. C'est qu'Aymeric Lompré a très peur parce qu'il n'arrive pas à Tout le monde est très inquiet. Tout le monde est très inquiet. Donc là, je n'en ferai pas sur cette affaire, sur le deuxième version de l'affaire. J'en ai fait un. Alors la première fois, je l'ai fait parce qu'il y a eu la PJ. Se retrouver face à deux policiers à devoir expliquer une blague pendant 2 heures, je trouvais que c'était un truc à raconter. C'est tellement absurde que je me suis dit, il y a quand même... D'ailleurs, le livre s'ouvre là-dessus. Je raconte les questions incroyables, dont quel est pour vous le nazi absolu. Enfin, voilà, j'étais là, ok, d'accord, est-ce que je suis dans une caméra cachée ? À quel moment il y a des gars qui vont sortir de derrière les portes ? Et en fait, non, c'était la réalité. Et on était 4 à trouver la réalité absurde, je pense. Les 2 policiers, mon avocat et moi. D'ailleurs, je t'ai entendu dire dans une autre interview que, d'après ton avocate, pour que sur une telle plainte, tu sois convoqué à une audition, en tout cas, c'est ce qu'estime ton avocate. Ouais, mon avocat, ton avocat, il a pu y avoir, ou il a dû y avoir des pressions politiques. Après, c'est de la spéculation. C'est ce qu'il me dit. Parce que je me dis, mais comment ça se fait ? Alors, il faut savoir un truc, c'est que donc, une plainte pour injure publique, il faut que ce soit la personne injuriée qui porte plainte. En l'occurrence, Netanyahou, il n'était pas dispo parce qu'il y avait un génocide à faire. Ça prend énormément de temps de faire un génocide. C'est du travail, tout à fait. Les gens ne font pas de génocide, donc on ne peut pas savoir ce que c'est le quotidien d'un mec comme ça. Et provocation à la haine raciale, il aurait fallu que je dise les juifs, parce que j'ai évidemment pas dit, parce que oui, ça aurait été antisémite pour le coup. Et donc, ça aurait dû être classé sans suite bien avant. La plainte n'aurait pas dû être instruite. J'aurais pas dû être convoqué à la police judiciaire. Donc déjà, il y avait quelque chose d'un peu bizarre de on va lui foutre la pression, voyons voir ce qu'il a à dire, convoquons-le pendant 2 heures. Donc voilà, on suppute que ça vient d'un peu plus haut. Là, tu viens de passer... On peut dire suppute ici, c'est bien. On peut tout à fait. Voilà, parce que c'est une émission... Alors, on peut le dire, c'est pas dit que dans le chat, il n'y ait pas des blagues sur si tu dis suppute. Ah bah oui. C'est le jeu, bien sûr. Moi, je vous lance, je vous fais les petites passes décisives. Après, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant qui ne s'était pas produit depuis longtemps, c'est que pendant 6 semaines, on ne t'a pas entendu. Là, les dernières semaines, ouais. Et tu n'étais plus à la radio, et à un moment qui a été en fait un moment important pour la démocratie française, en tout cas ce que l'on qualifie de démocratie française, les élections européennes, avec les résultats que l'on sait, et la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment toi, tu as vécu cette période de silence, ce silence médiatique imposé ? Je ne l'ai pas vécu comme une période de silence. Silence médiatique, oui, mais j'utilise quand même pas mal les réseaux sociaux. Ça m'a d'ailleurs été reproché par mon ex-employeur. Et j'étais également sur scène, en tournée avec mon spectacle. Donc je ne l'ai pas vécu comme un isolement total en caleçon sur mon canapé, roulé en boule. C'est pour ça que je te disais aussi que j'ai pas mal vécu et que je vais bien. C'est parce que aussi j'ai continué, j'ai d'autres activités et que j'ai vu des gens et que ça m'a pas tant affecté que ça. Est-ce que tu as adapté un peu ton spectacle pour y incorporer des choses de ton actualité ? Eh bien non, parce que j'aime pas trop ça, me servir de la scène pour parler de...
j'avais placé le mot prépuce dans le spectacle pour qu'à un moment donné, dégoupiller, tu vois, pas rester avec quand est-ce qu'il va parler. Donc je commençais une phrase qui disait, je sais plus, c'est comme s'il y a un prépuce. En fait, les gens rigolaient à prépuce, j'avais même pas de blague derrière. C'était juste histoire de dire, ok, il en a parlé, on peut passer à autre chose. Mais non, je voulais pas faire du commentaire de moi-même et ni me considérer comme un personnage de l'actualité. Enfin voilà, je désamorçais le truc en parlant au début, puis après on passait à autre chose. Bon, venons au fond, au fait. Moi, j'ai une question qui semble être une question simple et qui, en l'occurrence, ne l'est pas tant que ça. Pour quelle raison as-tu été licencié ? Alors ça, c'est une question très, très difficile, parce que moi-même, à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, j'ai pas vraiment bien compris. J'entends ce qui se dit sur les plateaux de télé, puisqu'Adèle Vendrette, la directrice de France Inter, a été à Quotidien, expliquer, vraiment faire de la pédagogie. Et expliquer. Alors, on me reproche désormais mon manque de loyauté. Oui. Ça a évolué, hein, puisque avant c'était donc le fait que j'ai pas voulu m'excuser après ma blague. Donc ça, j'ai reçu un avertissement de mon employeur pour ça. Après, c'est passé à oui, mais l'Arcom a été saisi, on a eu une mise en garde, donc tu respectes pas la mise en garde de l'Arcom. Or, la mise en garde de l'Arcom est sur la première blague, pas sur le fait que j'ai cité la deuxième blague. Parce que l'Arcom, il faut voir comment ça fonctionne. C'est des gens qui saisissent l'Arcom, donc c'est au bout de, je ne sais pas, X personnes qui envoient un mail en disant il y a peut-être un souci là, que l'Arcom se dit bon, bah, allons voir, il y a peut-être un souci là. Donc pendant le mois de novembre, là, ce qui s'est passé en novembre, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui ont saisi l'Arcom en disant est-ce qu'on peut virer cette personne. Donc l'Arcom a regardé ce qui s'était passé. Bref, donc il y a eu l'Arcom. Et puis là, on m'a reproché après instrumentalisation de l'antenne à des fins personnelles. Ça m'a été dit en commission de discipline, donc j'étais là, où, quand, comment Je disais, bah oui, mais non, mais parce que tu t'en profitais pour vendre ton livre. Bah, je crois que mon livre, ça n'a jamais été mentionné à l'antenne. J'en ai jamais parlé dans mes chroniques. Je me servais même pas de l'antenne pour annoncer mes lettres de spectacle. Donc ça tenait pas. Alors, ils sont passés sur la loyauté. Oui. Alors, des loyautés, quoi. Alors, je leur ai demandé leur définition de la loyauté, parce que je trouvais ça intéressant. J'attends toujours la réponse, c'est bien évidemment. Et puis après, on a eu un vrai débat de fond sur qu'est-ce que c'est le service public, à quel moment, eux, ils défendent le service public, parce qu'ils m'ont aussi accusé de donner une mauvaise image du service public. Je dis, toutes les manifs pour le service public, je les ai faites. On était avec Charline, je vous ai jamais vu. Enfin bon, il y a eu des échanges comme ça, pas tant tendus que ça, mais j'essayais de gratter pour avoir du fond, avant de me rendre compte qu'il n'y avait pas de fond. Et que c'est une sorte, tu diras ça mieux que moi, mais je pense d'effet Barnum, c'est-à-dire que comme ils n'ont rien vraiment à me reprocher, ils empilent 4 ou 5 trucs un peu flous, tu vois, loyauté, machin, pour que ça donne un petit effet, bah ouais, quand même, Guillaume Meurice, il abuse. Ah ouais, il a fait tout ça. Alors, en fait, rien, tu vois, mais et ça donne, voilà, la stratégie, c'est ça. Ce qui donne un côté un peu ridicule, et ce qui donne des scènes comme Adèle Vendrette qui va à Quotidien pour dire, vous me posez des questions parce que je suis une femme, vous êtes méchant. Enfin, bon, du flou, quoi, et du patinage artistique. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on dit en argumentation, c'est que quand on a besoin d'empiler une multitude d'arguments à l'appui d'une proposition, c'est peut-être soit qu'on refuse de donner l'argument principal qui devrait emporter la conviction seule, soit qu'il n'y a pas d'argument principal et qu'on est bien en peine d'en produire un. Alors, il faut préciser quelque chose, c'est que donc j'étais en CDD, et pour casser un CDD, il faut une faute grave. Donc, ils étaient obligés de jouer la faute grave. Mais faute grave, il faut qu'elle soit vraiment grave. Or là, je rappelle juste que j'avais fait mon travail. Et donc, je crois que ça les oblige à charger la mule. Oui. De manière complètement grotesque. Ça les met dans des positions folles, je trouve. Moi, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je te répondais à ta première question, je regarde ça des fois comme un spectacle de cirque, mais grotesque. Je me dis, mais pourquoi ils font des trucs comme ça? Et il y a même des gens qui m'aiment pas, qui sont arrivés à la télé en disant, mais... Ok, Meurice, on l'aime pas, on aimerait bien qu'il dégage, mais pourquoi ils n'ont pas attendu fin juin pour le dégager là, maintenant fin du contrat, on ne veut plus l'année prochaine et basta. Il y a eu quand même un petit jeu assez, j'ai pas envie de dire pervers, le mot serait fort, mais quand même assez sadique presque, qui est que... Du coup, ça m'a encore plus fort. Je vais être gentil. Je gratte dans le mauvais sens. C'est des énormes enfoirés. Non, mais qui est de t'avoir suspendu début mai, d'avoir attendu 6 semaines avant de te convoquer réellement à l'entretien. Alors ça, c'est un peu un truc. Alors, je vais les défendre. Il y a un peu un truc de procédure. Okay. Parce qu'il y a toujours des délais, il faut 1 semaine avant, enfin, il faut 15 jours avant le premier entretien. C'est aussi pour que tu puisses préparer ta défense. Bon, là, du coup, voilà, parce qu'on me l'a beaucoup dit. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit. On m'a dit, ils font exprès de faire durer. Et en fait, non. Après, il y a eu, il fallait, je crois, 3 semaines avant la commission de discipline. Enfin, il y avait des délais de procédure.
Donc là-dessus, non, ils n'ont pas... Mais c'est une précision importante parce que tu vois, moi, assez benoîtement, c'est une question que je m'étais posée. La concomitance de l'annonce de ton licenciement 2 jours après l'annonce de la dissolution, dans un moment où, pour le coup, le cas personnel de Guillaume Meurice n'était pas forcément ce qui focalisait l'attention des Françaises et des Français, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, n'y a-t-il pas là un peu malice Alors là, je vais les défendre aussi. Tu m'obliges à les défendre 2 fois. Non, mais c'est bien, je crois que la lettre, elle est adressée je crois qu'il faudrait que je relise le truc, mais c'est le 8 qui me l'envoie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne l'ai toujours pas, moi, la lettre. Je n'ai pas le recommandé, mais il t'envoie. J'ai reçu le 11. Cher Guillaume, Meurice, nous avons adressé une lettre que vous trouverez en pièce jointe. Donc c'est en lisant mes mails, le 11, que je découvre que je suis licencié et que du coup, voilà, je fais un petit communiqué là-dessus. Et je crois que la lettre est datée d'avant la dissolution. Ok. Bon, ça permet de lever. Non, mais c'est bien. Voilà, pour ne pas partir dans des théories. Parce que je crois qu'ils n'ont pas. On imagine toujours qu'ils ont une stratégie, mais je crois qu'ils n'ont pas de stratégie. Hein. C'est vraiment leur accorder beaucoup de malice. Ils n'ont même pas de malice. Hein. C'est quoi la véritable raison de ce licenciement ? Alors, encore une fois, ça va être de la spéculation. Je pense là que ça ne vient même pas d'en haut et je pense que c'est simplement Sybille Veil qui n'a pas supporté que je réitère mes propos et qui a dû partir toute seule en toupie, donc début mai, et qui a dû dire bon, bah, on le vire, j'en peux plus, il ne me respecte pas. Enfin, un peu à l'image de ma prof principale au collège quand je l'agaçais et qu'elle finissait par s'énerver toute seule. Alors là, comme je te dis, c'est de la spéculation. Je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Moi, ma théorie, c'est celle-là. Peut-être qu'un jour, on me dira, bah non, en fait, c'est quelqu'un qui est intervenu pour... Je ne me crois pas assez dangereux pour la démocratie, ni même pour la bourgeoisie en général, ou le macronisme en particulier, pour déclencher une telle hostilité à mon égard. Moi, je me souviens, il y a exactement 1 an, je pense, ça doit se jouer à quelques jours près, on était ensemble sur le plateau de Quotidien, dans un moment qui était un moment important, puisque votre émission quotidienne venait d'être déprogrammée de la quotidienne et passée le dimanche soir. Et donc, il y avait toute l'équipe de Charline, Alex Vizorek, toi-même, vous étiez nombreuses et nombreux. Et la question qui vous était posée, c'était, mais qu'est-ce qui motive cette déprogrammation alors même que les audiences cartonnent et qu'il y a de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices? Et votre réponse collective, c'était déjà, on ne sait pas. Oui, alors, j'avais sorti une petite photo de Macron pour dire, je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire. Mais on peut parler de la tendance. En revanche, on peut parler de la tendance. Oui, il y a la fin de la redevance. Donc ça, c'est passé un peu à bas bruit parce qu'on se dit finalement, le service public, il est toujours financé par les impôts des gens, ce qui est vrai. Mais avant, donc, je rappelle aux gens qui le regardent, il y avait une somme allouée donc, qui était sanctuarisée pour l'audiovisuel public. On ne pouvait pas y toucher, en gros. Et maintenant, c'est dans le budget global de l'État. Donc, si quelqu'un arrive au pouvoir... Je fais de la politique fiction. Je ne sais pas, peut-être Jordan Bardella ou je ne sais pas, des gens comme ça. À tout hasard. À tout hasard, ça je dis un nom au pif. Ils peuvent d'une ligne, tu vois, ils peuvent privatiser, effectivement. Ce qu'ils ont dit à la télé, ils peuvent le faire. Maintenant, ils peuvent le faire facilement. Alors qu'avant, non. Donc il y a eu ça. Il y a eu dans le même temps Nicole Ferroni qui a été virée. Il y a eu Charline qui était tous les matins, qui est passée 1 fois par semaine. Il y a eu une autre émission qui était tous les jours, qui est passée donc, en hebdomadaire. Et il faut savoir un truc, c'est qu'une semaine avant que je me fasse mettre à pied, Adèle Vendrenne nous convoque en disant « Super, votre émission cartonne, elle est reconduite, mais avec 30% de budget en moins. » Donc la tendance, elle est assez claire depuis un moment. Ils veulent se débarrasser de l'humour satirique, ça les emmerde. Peut-être il y a des gens qui appellent et ils en ont marre de répondre aux coups de fil des cabinets ministériels. Je ne sais pas ce qu'ils jouent derrière. En tout cas, c'est sûr qu'ils en ont marre. Et ce que je dis souvent, c'est ce qu'a fait Bolloré quand il est arrivé à Canal, c'est qu'il a dégagé l'investigation et l'humour. C'est les premiers trucs qu'il dégage. Ils ne supportent pas ça. Il y a un côté un peu épidermique de « Ah, ils ne se soumettent pas à nous, ils rient de nous. Moi, si j'étais eux, merde, là, ils vont peut-être m'écouter, alors je leur donne des conseils, si j'étais leur McKinsey, et j'écris un bouquin là-dessus, là, Le Roi n'avait Paris sur le bouffon du roi, je leur dirais « Mais non, mais gardez-les, les débiles qui font des blagues, là. » Comme ça, vous dites, mais non, regardez, on est une chaîne pluraliste, on a l'équipe de Charline qui fait des blagues de gauche. Et voilà, donc on peut continuer à inviter tous les droitards dans la matinale, ça fait le pendant. Mais non, même ça, ils ne supportent pas. À ton avis, comment t'expliques ça? Comment t'expliques cette épidermie? Comment t'expliques que ce soit l'humour qui dérange?
c'est-à-dire a priori ce qui est le plus anodin. Enfin, c'est tout le principe, c'est ce que tu dis dans ton livre, Le roi n'avait pas ri, c'est tout le principe du bouffon de la cour, qui peut se permettre les critiques les plus radicales précisément parce qu'il n'est pas sérieux, précisément parce qu'il est fou, et qu'étant fou, il peut dire les vérités qui sont désamorcées. La case d'humour, c'est à la fois là où la parole est la plus vibrante, parfois la plus caustique, parfois la plus critique, c'est aussi là où elle est presque intrinsèquement vidée, en tout cas d'une partie de son caractère subversif. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, c'est là où on attaque en premier? Parce qu'ils ont besoin du sacré. Le pouvoir a besoin du sacré. Sans sacré, il n'y a pas de pouvoir. Sans sacré, il n'y a personne qui domine personne. Il n'y a pas de raison de dire « bonjour, monsieur le ministre », puisque tout ça, c'est abstrait. C'est juste que il y a un gars sur un perron d'un palais qui a dit « je est nommé ministre ». Enfin, tout ça, c'est de la fiction, c'est de la fable, qui tient par le sacré. Le pouvoir, la puissance, c'est du sacré. Et nous, notre rôle de bouffon à la cour et d'humoriste, c'est de tout désacraliser. Les religions détestent le sacré, détestent l'humour pour ça, parce qu'on désacralise. Le pouvoir déteste l'humour parce qu'on le désacralise. Ça met à nu. C'est comme si tu veux quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis le Père Noël ». Et nous, on tire la barbe, on dit « non, t'es Jean-Claude, t'es déguisé en Père Noël ». Et du coup, c'est la merde pour Jean-Claude, qui voulait faire croire à tout le monde qu'il était le Père Noël. Donc, il va pas t'aimer, Jean-Claude. Donc, c'est des raisons très triviales et très structurelles, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est... Alors après, il y a les conséquences de ça, moi, qui m'intéressent beaucoup. C'est à quel point, et tu en as un peu parlé, à quel point il faut être fragile pour avoir peur d'un clown. À quel point il ne faut pas être solide sur ses appuis pour se dire « ah, il m'a fait une blague, là. Il ne m'a pas respecté, il a fait un tweet ». À la commission de discipline, on m'a quand même dit tu as dénigré Sybille Veil, donc la présidente de Radio France, en disant qu'elle te faisait penser à une CPE. J'ai fait un petit peu la métaphore, l'allégorie que je faisais tout à l'heure. Je dis, mais CPE, déjà, c'est pas une insulte. Hein. Pour qui vous prenez les CPE de ce pays, les amis? Et même ça, ils supportent pas. Ils se disent, ah non, mais regarde comment ils nous traitent. Alors qu'en plus, on est des vrais gentils. Si tu réfléchis bien de quoi ils ont peur de gens comme nous, qui disent, ouais, est-ce qu'on pourrait redistribuer un poil mieux les richesses, s'il vous plaît? Tu sais, on le fait de manière polie, en plus. Est-ce qu'on pourrait arrêter de niquer la planète? Est-ce qu'on pourrait arrêter de tabasser des femmes? Est-ce qu'il pourrait y avoir un peu plus de moralité là-dedans? Et ça les terrifie. Donc je trouve que ça dit quelque chose de leur fragilité. Ça m'intéresse. Et comment ils réagissent à ça? Par de la brutalité. Ce qui est logique, encore une fois, là on parle en termes de structure. Quelqu'un qui est fragile et qui se sent en panique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être brutal tout de suite. Donc là, moi, ça passe par un licenciement. Quand c'est dans la rue, ça passe par des flashballs, des gens qui perdent des yeux, etc. Un pouvoir qui panique, un pouvoir fragilisé, il va être brutal. C'est vraiment ce qui est à l'œuvre. J'ai l'impression d'avoir refait le monde avec toi. C'est agréable. Non, c'est vrai. Donc un petit feu de cheminée. Non, mais c'est intéressant. C'est ma petite analyse de clown, tu vois. Je la trouve... en tout cas, moi, je la rejoins, je la trouve pertinente. Elle m'interroge sur un point, mais je ne veux pas le déflorer tout de suite. C'est le statut de ta parole. Parce que, mais on y viendra. On est là. De toute façon, on a le temps. Ouais, on a le temps. Moi, j'aimerais m'arrêter 2 minutes sur cette blague. Allez, faisons un peu de la rhétorique, là. T'as bien dit tous les mots tout à l'heure. J'ai vu que là, on était chez Clément Victor. Ah ben, on est précis. Ben là, mais c'est super. Alors, en fait, ma question est la suivante. C'est désormais, je pense pouvoir l'affirmer sans trop me tromper, ta blague la plus connue. Bah là, ouais. Peut-être celle dont les gens se souviendront, qui sait, après ta carrière est longue, tu as le temps d'en faire d'autres. Est-ce que le fait que ce soit cette blague-là qui soit aujourd'hui ta blague la plus connue, c'est quelque chose qui te convient? Bon, je m'en fous. En vrai. Je le dis autrement, est-ce que tu es content que ce soit ça ta blague la plus connue? En vrai, je m'en fous. Je me pose pas ce genre de questions et quand tu me les poses, je m'en fous. Je pense que les gens, ils ont autre chose à penser et à foutre que la blague la plus connue d'un tel. Mais je suis pas sûr que... Bon, après, je connais pas les gens, évidemment, mais je suis pas sûr que les gens qui m'aiment bien retiennent ce truc-là. Ils retiennent plutôt, à mon avis, un état d'esprit, une sorte d'idée de la liberté. J'espère que c'est ça. Et le mot est un peu piégé maintenant, mais d'insoumission, on va dire. En fait, c'est une manière un peu détournée de te poser une question qui t'a été beaucoup posée et je t'ai déjà entendu y répondre. C'est est-ce que tu la regrettes? Est-ce que si c'était à refaire, tu referais cette blague de la même manière? Oui, bien sûr que oui. Oui, moi, c'est une blague qui me fait marrer et que je considère évidemment pas comme raciste, sinon je l'aurais pas faite.
Et d'ailleurs, c'est une blague qui a fait marrer. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on faisait une émission, j'en parle au passé, l'émission a lieu en public, on va dire, et on entend les gens rire. Sauf à penser qu'il y ait au studio 104 800 antisémites qui se sont pointés. Ça va être compliqué de considérer cette blague comme raciste, xénophobe, antisémite, etc. Donc, l'argument « la blague n'est pas drôle » ne fonctionne pas très bien non plus, je trouve. Parce que je me suis posé la question, moi, quand on me dit « bon, t'as peut-être déconné », moi, ma parole, elle n'est pas... Évidemment, la parole d'un humoriste, pour moi, elle n'est pas sacrée, parce que le principe, pour moi, c'est que rien n'est sacré. Donc, je me pose la question, je me dis « peut-être j'ai merdé », parce que ça arrive de merder. Et après, je me dis « non, elle était marrante. Oui, évidemment, c'est de l'outrance. Ça, on a bien conscience. Il y a un côté oxymorique, puisque évidemment, il y a les nazis, les juifs, c'est toujours un cocktail, voilà, évidemment, un peu explosif. Mais quand tu manies l'humour, c'est ça qu'on te demande aussi. Puis c'est ça que j'aime bien faire, c'est même pas tant de la provoque que manier l'outrance, qui est un outil de la rhétorique comique, on va dire. Si on veut théoriser. Là, tu m'entraînes dans des trucs. Donc, si c'était à refaire, évidemment, je la refais, sans problème. Et évidemment, cette blague, elle a été instrumentalisée, parce que la blague en elle-même n'est pas antisémite. Déjà, c'est ce qu'a dit la justice. Et effectivement, il n'y a aucune généralisation nulle part, à aucun endroit de la blague. Donc, l'analyse rhétorique de la blague conclut qu'effectivement, à aucun moment, il y a une généralisation. Donc, il y a eu une instrumentalisation par des réseaux médiatiques de droite, de droite et d'extrême droite, qui n'en étaient pas à leur première critique à ton encontre. Ouais, bien sûr, ça s'inscrit dans une longue tradition. C'est pas la première fois que Pascal Praud demande ta démission. Non. C'est bien, il m'écoute, c'est bien. Il y a aussi eu, à côté donc de cette instrumentalisation, et je ne sais pas si on aura le temps de développer cette question qui, moi, est une question qui en ce moment me travaille énormément. Du coup, on va la développer alors. Non, mais qui est allongez-vous. Le fait on va parler de tout ça, l'antisémitisme, qui par ailleurs est une réalité croissante. Les actes antisémites augmentent. On vient de voir, là, c'est dans l'actualité de ces derniers jours, un viol à caractère antisémite absolument insupportable. Donc, au moment où précisément il faut que nous soyons toutes et tous irréprochables sur cette question et extrêmement vigilants, voir l'antisémitisme être instrumentalisé à des fins politiques. C'est ça qui est dingue, je suis d'accord avec ça. Bon, moi, pendant ce temps-là, les nazis défilaient dans Paris. Des gars qui se considèrent comme tels. Là, je n'utilise pas d'outrance. Les gars disent, non, mais oui, on est des nazis, regardez, on a des tatouages, etc. Ils défilaient dans Paris avec des drapeaux. Et moi, on venait me dire, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu antisémite de chercher des sous-entendus dans les sous-entendus? Non, à un moment donné, j'ai pensé que c'était antisémite de trouver que ma blague, elle était antisémite. Parce que ça veut dire que vous assimilez tous les juifs à Netanyahou. C'est ce qui est un pur raisonnement antisémite. L'amalgame, évidemment, l'essentialisation d'une communauté. Ça, pour le coup, c'était antisémite. Ouais, et puis par ailleurs, moi, là où personnellement, ça me tend incroyablement, c'est que à accuser d'antisémitisme des personnes qui ne le sont pas et qui n'ont rien dit qui puissent être qualifiées comme telles, en fait, tu crées de l'antisémitisme parce que tu alimentes un des clichés qui aujourd'hui est un cliché antisémite, qui est « on ne peut rien dire sur les juifs, c'est une communauté sacrée ». Et c'est en cela que moi je trouve que le jeu auquel joue l'extrême droite sous prétexte de venir en soutien des juifs, en réalité, est un jeu qui crée de l'antisémitisme, qui crée l'impression qu'il y aurait une communauté sacrée au-dessus du lot dont on ne pourrait rien dire. Et ça alimente les clichés antisémites ancestraux mais je fais une petite incise, mais ça me dérange pas, ça me dérange moins quand c'est l'extrême droite, parce que je me dis, de toute façon, c'est l'extrême droite. Donc évidemment qu'ils vont jouer cette carte-là. Évidemment, ils me détestent, donc ils vont y aller à fond, dans la mauvaise foi. J'avais un peu envie de dire, c'est le jeu. Ils avaient déjà fait ça avec moi, extraire des trucs, faire croire que je disais autre chose. Admettons, ce qui m'a surpris, ce qui me surprend plus, vu la suite de l'histoire, évidemment, c'est que les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux, je ne sais pas si on peut encore les appeler comme ça aujourd'hui, embrayent et reprennent ce discours-là. Là, je m'étais dit, attends, les gars, moi, j'ai fait barrage. On a fait des chroniques, c'est avec des petites chansons, on fait barrage. Donc, on a fait barrage contre l'extrême droite. Avec vous, vous avez été chercher les voix et tout, partout. Et là, vous venez marcher côte à côte. Et moi, mon retour à la radio après cette blague-là, donc en pleine polémique, c'était le jour, donc c'était le dimanche 12, je crois, le jour de la marche contre l'antisémitisme. Où Marine Le Pen et tous ses amis marchent main dans la main, tu vois, dans cette manifestation-là. Terrible. Des fois, souvent, je dis qu'on est une télé-réalité pour des extraterrestres. Je pense que même les extraterrestres doivent être là. Non, c'est pas crédible.
Non, là, c'est trop, là. Moi, j'ai dit ça. Moi, c'est une impression que j'ai parfois, qu'on vit dans une mauvaise matrice, une mauvaise simulation. C'est ça. Avec quelqu'un qui a des bugs, Et puis qui se demande à quel moment ils vont s'en rendre compte. À quel point il faut que le monde devienne absurde pour que les gens se rendent compte qu'ils vivent dans une absurdité. Ça, voilà, on y est. Mais à côté donc, des réseaux qui voulaient ta peau et qui ont instrumentalisé cette blague, il y a aussi, et moi j'ai beaucoup discuté de ta chronique et de cette blague autour de moi, et j'ai aussi discuté avec des Français de confession juive qui, comme moi, étaient d'accord pour dire la blague n'est pas antisémite, mais que ça a authentiquement, alors sans instrumentalisation, que ça a authentiquement dérangé le fait de voir assimiler un juif aux nazis, c'est-à-dire à leur bourreau. Il y a des gens qui disent, ça, moi, systématiquement, ça me tend. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends? Bien sûr, évidemment. Les gens tendus qui me disent qu'ils sont tendus, je leur dis, oui, évidemment, mais c'est un peu mon métier, de tendre des gens. Non, mais c'est vrai, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été choqués, mais il y a des gens qui sont choqués à peu près à toutes les chroniques. Moi, je ne peux pas faire avec ça. Je les entends, et à mon avis, ils vont écouter s'ils écoutent une autre chronique, ils vont être d'accord avec moi sur un autre truc, et en fait, ça m'arrive assez régulièrement que des gens viennent me dire j'aime bien vos chroniques, sauf celle-là et celle-là, et souvent, c'est les domaines qui les concernent. Le jour, ça m'est arrivé, petite anecdote, avec un policier qui me dit j'écoutais toutes vos chroniques. Donc, j'étais un peu surpris. Il me dit non, mais croyez pas ça, il y a des policiers qui vous écoutent. Bon, il y avait 2-3 chroniques un peu faciles, un peu clichés. Du coup, je lui dis celle sur les policiers. Il me dit ouais. Je dis mais c'est normal. C'est normal. Donc, c'est pareil pour des communautés religieuses, évidemment. C'est pareil, c'est pareil. Quand ça nous concerne, quand ça nous touche, oui, on peut avoir ce sentiment-là. Moi, j'ai vraiment pas de souci avec ça. De toute façon, j'ai même pas à avoir de souci avec un ressenti d'une personne. Si la personne a ressenti ça, j'ai même pas à dire tu as tort de ressentir ça, ça n'a aucun sens. Donc je l'entends tout à fait, je reviens sur France Inter. Je reviens sur France Inter parce que tout à l'heure tu disais ce qui est attaqué à France Inter, c'est l'humour, c'est l'irrévérence. Nicole Ferroni, votre émission avec Charline et Alex Vizorek, maintenant toi. Sauf que ça n'est pas non plus que l'humour. Et là, on a vu, à peu près en même temps que tu as mis à pied, on a vu une vague de licenciements à France Inter. Oui, bien sûr. Qui interroge. Il y a eu le cas de Camille Cronier qui a été... Finalement, ils sont revenus, mais il y a eu la volonté de faire sauter la chronique de Camille Cronier dans La Terre opérée, qui est une chronique dans laquelle elle s'attaque régulièrement à l'hypocrisie en matière de lutte contre le réchauffement climatique des grands patrons ou des responsables politiques. Et puis, et là pour le coup, les licenciements semblent effectifs, il y a Charlotte Perry et Antoine Chao, qui sont d'anciens collaborateurs de Daniel Mermet, qui font du reportage radiophonique, qui donne la parole à des luttes sociales, qui donne la parole à des travailleurs, qui donne la parole à des Françaises, Français qui souffrent au quotidien, bref, qui viennent prendre la parole des gens, qui viennent montrer ce que sont que les luttes militantes aussi, en donnant le micro. Toi, ta chronique, c'était aussi une chronique où tu donnais la parole aux gens. Alors, pas dans la même perspective, mais on entendait les gens de la rue, c'est sûr. Est-ce que donc c'est pas juste l'humour qui est attaqué? Là, c'est même est-ce que c'est pas également les luttes sociales que l'on veut moins entendre sur l'antenne de France Inter, voire la parole des Français que l'on veut moins entendre sur France Inter? Question intéressante, comme toutes les questions. Je dirais plutôt que c'est une manière, alors faudrait définir le terme, mais de dépolitiser. Parce que les gens qui sont à la tête de ces stations-là se méfient beaucoup de la politique. Donc de la politique, pas dans le sens politique politicienne. On peut inviter Sébastien Chenu le matin et lui poser des questions. On aurait eu l'impression de faire de la politique. Or, c'est pas ça, toi-même tu sais, faire de la politique. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Camille Cronier, qu'est-ce qu'elle fait, Camille Cronier? Elle parle d'écologie, évidemment, très bien, mais elle politise la question écolo. Parce que oui, la planète est en train d'être en surchauffe, mais qu'est-ce qui se joue? À cause de qui? Est-ce que c'est pas le système économique? Je spoile pas, mais cherchez quand même par là. donc elle questionne ça. Donc elle fait de la politique. Évidemment qu'elle fait de la politique. Et on va lui reprocher après que ses chroniques sont trop politiques. Mais quoi faire d'autre sinon? Des astuces pour faire un potager sur son balcon, un compost. Et la direction de Radio France aimerait bien que l'écologie soit réduite à ça. Donc évidemment, elle va parler des soulèvements de la Terre. Oui, ça pose des questions, la violence, etc. Mais tout ça, c'est de la politique. Et j'ai l'impression que la tendance est à dépolitiser, c'est-à-dire enlever
enlever tout ce qui remet en question la structure. Quand je te dis, on peut faire une interview le matin d'un politique sans faire de politique, en vrai, je pense que c'est exactement ce qui se passe. Et ce n'est pas de la faute des gens. Je ne vais pas dire Léa Salamé méchante. C'est même pas ça. C'est que si tu as 7 minutes d'interview pour parler de 4 sujets, tu ne fais pas de la politique. Tu dis, on va parler de tel sujet, quel est votre avis? Ok, on passe à tel sujet, quel est votre avis? En fait, tu as juste un micro et tu passes la balle à la personne qui va dire. Et tu n'as pas le temps de faire de politique, tu n'as pas le temps de creuser, tu n'as pas le temps de remettre en question. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un problème de structure et pas un problème... C'est vrai que c'est rigolo, moi en tant qu'humoriste aussi, je fais du name dropping et Léa Salamé, parce qu'on parle d'elle, ou Nicolas Demorand. Mais moi, je pense que c'est un problème de structure. C'est qu'on ne peut pas faire de politique dans ces conditions. Et donc, on ne peut pas réfléchir dans ces conditions. Est-ce que ça ne revient pas donc à réserver... En sciences politiques, on considère qu'il y a 2 définitions concurrentes du mot politique. Et ça s'énonce assez simplement. Il y a la politique et le politique. Okay. Et effectivement, les luttes sociales, le ressenti des citoyennes et des citoyens, les phénomènes de domination qui se jouent dans la vie de toutes et tous, les douleurs et les humiliations qui en fait font commun et ne sont pas que des ressentis individuels, mais en fait font écho à une place dans la société et une place dans le monde économique et les rapports de production économique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le politique. Okay. C'est tout ce qui fait politique dans le vécu de chacun et de chacune. Et puis, il y a la politique, et ça, c'est la sphère du gouvernement. Okay. Et en fait, toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une volonté sur l'antenne de France Inter... J'ai l'impression que, en tout cas, je ne suis pas dans les petits papiers ni dans les réunions, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se joue derrière? En quoi est-ce que ça fait sens? Mais si tu enlèves donc, le politique, maintenant je vais dire le politique... Excellente intervention. Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant d'être précis. Si on enlève le politique, dans ce cas-là, la structure n'est plus mise en danger. Et qu'est-ce qui reste? Les comportements individuels. Si on reparle de l'exemple, il faut prendre des exemples précis. Donc l'écologie, le problème écologique devient un problème de liberté individuelle de chacun de se comporter convenablement. On ne questionne plus du tout la structure, parce que le politique questionne la structure. Donc on se dit, on va pouvoir continuer comme ça. Si chacun utilise un Vélib une fois par mois et bouffe des graines de soja à la place d'un steak une fois par an, on va pouvoir s'en sortir. On oublie que tout ce qui sous-tend ça, c'est un modèle économique, évidemment. Donc je pense que c'est ça. Et je ne pense pas, pour aller au bout de la réflexion, je ne pense même pas que ça soit quelque chose de prévu et de pensé. Et pour moi, c'est pire. Hein. Je pense que c'est un impensé. Je pense qu'elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Et je préférerais qu'elle soit machiavélique. Et un peu, tu vois, avec un chat comme ça sur les genoux, faire... Et je pense pas du tout. Il y a aussi ce qui se joue, je voulais répondre à ça tout à l'heure, quand tu me parlais, une question précédente, je voulais parler de réflexes de classe. Il y a aussi des réflexes de classe. Je vais reprendre Léa Salamé comme exemple, désolé, mais c'est une ancienne collègue. Quand elle fait l'interview de Carlos Ghosn, on a une vraie interview de classe. C'est-à-dire qu'elle lui pose des questions, comme dans un dîner en ville. Elle lui dit alors, donc vous étiez dans la malle, vous êtes échappé comme ça, alors que c'est pas du tout ce qui intéresse. Tu vois, nous on se dit mais non, mais attends, pourquoi Carlos Ghosn déjà il était en tôle, qu'est-ce qu'il foutait en tôle au Japon, quelles sont les raisons, etc., etc. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est comme dans un dîner en ville, c'est alors, c'est rocambolesque, anecdotique. Et ça, je pense pas du tout, encore une fois, que Léa Salamé elle soit méchante, machiavélique, et qu'elle s'est dit comme ça, je vais mieux faire passer la pilule. Je pense que c'est un vrai réflexe de classe. Moi, il y a un moment. Du coup, je pars ailleurs, mais en fait, c'est en parallèle. 2 heures du matin, il n'y a plus personne qui écoute. Il y a un moment de l'histoire de France qui m'a passionné et qui, pour moi, rentre en résonance avec ce que tu dis et permet peut-être de comprendre pourquoi est-ce que le reportage radiophonique est à ce point subversif au fond. C'est le moment des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Gilets jaunes. Alors, aujourd'hui, on n'en parle d'ailleurs presque plus, mais on a beaucoup parlé des Gilets jaunes pour ce qui s'est passé dans les manifestations, pour la violence de la répression policière, les mains arrachées et les yeux éborgnés. Moi, ce qui m'a passionné dans les Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé sur les ronds-points. Ouais. Et en fait, ça vient résonner avec ce que tu dis, qui a absolument pris de court tout le monde. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je travaillais en chaîne info, donc je l'ai vu de l'intérieur. Les gens autour de moi ne comprenaient pas, disaient mais c'est irrationnel. Les gars, ils se réunissent
contre une taxe sur le carburant, et 3 semaines plus tard, ils en sont à nous parler de référendum d'initiative citoyenne, ils sont politisés, ils ne veulent pas nommer de représentants, ils nous parlent de démocratie directe. Et là, il y a eu une espèce de stupéfaction qui, en fait, quand tu connais précisément les phénomènes de socialisation et de politisation, s'explique extrêmement bien. Ce qui s'est passé, c'est juste que les gens se sont rassemblés sur les ronds-points et ont commencé à se parler. Et en se parlant, on fait du commun. C'est-à-dire se sont rendus compte que leur vécu individuel, leurs souffrances, leurs humiliations, leurs difficultés, les petites meurtrissures de la vie quotidienne, pas pouvoir emmener ses enfants au resto, pas pouvoir leur acheter les cadeaux dont ils rêvent pour Noël, que tout ça, en fait, c'était pas juste eux. C'est pas qu'ils n'avaient pas bien travaillé à l'école, c'est pas qu'ils avaient fait suffisamment, qu'ils n'avaient pas fait assez d'efforts, c'est juste qu'ils vivent dans une société qui domine radicalement les travailleurs. Et qu'en fait, là, il y a du commun qui se crée tout d'un coup. Et ce commun politise et amène à se poser les vraies questions. Bon, bah, maintenant qu'on est ensemble et qu'on sait qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'étais de l'espèce Homo sapiens. C'est exactement pour cette raison. C'est qu'on est une espèce qui se rencontre, qui dialogue et qui trouve du commun. Sinon, on ne survit pas. C'est même la condition sine qua non de notre survie. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, entendre la parole des individus et se rendre compte que... en fait, qu'est-ce qui est le plus subversif dans le reportage radiophonique? Est-ce que c'est le fait que certains entendent une parole qu'ils ne connaissent pas et se disent « Ah tiens, c'est marrant, un cheminot, ça pense comme ça, un cheminot, ça vit ça ». Est-ce que le plus subversif, c'est de faire entendre cette parole à ceux qui ne la connaissent pas, ou c'est d'amener plein d'autres individus à se reconnaître dans une parole et à se dire « Ah mais en fait, je ne suis pas tout seul ». Ouais, et surtout, je ne suis pas con et je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ce qui m'arrive, c'est pas juste parce que je me démerde mal, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se joue au-delà de mon cas personnel. Je pense que les deux sont subversifs, dans le sens de remise en question de la structure. Ouais, les deux sont subversifs, évidemment. Et les deux sont, j'allais dire, un peu urgents. Ce qu'on a vu... Alors après, les gilets jaunes, bon, moi je ne suis pas sociologue, ça ne t'aura pas échappé. Mais c'est... T'as écrit un livre de sociologie. Ouais, de trottoir. Tes nombreux ouvrages. Non, mais ce qui était intéressant, c'était ça, c'est que les gens se sont rencontrés et ils ont parlé entre eux. Ils se sont rendus compte, comme tu as dit, qu'ils avaient les mêmes problèmes et qu'ils étaient capables de trouver des solutions. Et je vais aller un petit peu ailleurs. Si on parle, il y a un truc qui me passionne, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Ouais. Parce que je trouve que ça dit beaucoup déjà de Macron et ça dit beaucoup de nous, les êtres humains. Je fais ma petite analyse. J'ai là pour 2 minutes, ne zappez pas. Macron, il se dit quoi? Il se dit, l'écologie, il faut que je fasse quelque chose. Tout le monde parle d'écologie, ça me fait chier, j'y connais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une convention citoyenne pour le climat. Pourquoi? Je vais réunir 150 personnes, ils vont vouloir continuer à faire des barbecues, à prendre leur bagnole. C'est des Français, de toute façon. Voilà, ils vont pas vouloir remettre en question leur mode de vie. Il fait ça. Donc, c'est pas mal organisé, une convention citoyenne pour le climat. Très bien organisé, avec des scientifiques. Et donc, tu as dans le tas des citoyens tirés au sort. Donc, tu as des climato-sceptiques, tu as le tout venant, les gens que j'interrogeais dans la rue, enfin voilà, au hasard. Et donc, tu as des mecs qui commencent à dire non, mais de toute façon, moi, l'écologie, je m'en fous. Puis on dit alors, attends, ok. Mais avant, il faut que tu saches 2-3 trucs. On a un scientifique qui va t'expliquer. Tu vas parler avec ta voisine, etc. Et qu'est-ce qu'il en sort de ce truc? Des mesures qui paraissent radicales, mais qui sont juste basiques. Je pense que dans 200 ans, s'il y a encore une humanité, on se dira bah ouais, ils avaient tout mis sur la table. Et qu'est-ce que fait Macron? Ah merde! En fait, les gens ne sont pas débiles. Les gens, quand on les laisse s'exprimer, parler entre eux, faire du commun, qu'on les confronte aussi à des discours scientifiques, parce qu'il ne s'agit pas de se réunir, sinon ça s'appelle un PMU, et au final, on délibère comme ça. Mais qu'on leur donne de la connaissance, qu'on leur dit que la connaissance, c'est pas chiant, que vous êtes apte à comprendre, que c'est pas si compliqué, la connaissance, que depuis l'école, on te fait croire que la connaissance, il va falloir fermer ta gueule et t'asseoir derrière un bureau et gratter du papier. Mais c'est pas ça, la connaissance. Donc, en gros, quand tu crées ces conditions-là, ce que Macron a créé à ses dépens, tu te rends compte que ça fonctionne hyper bien. Donc, c'est ça aussi qui a permis, pour revenir aux Gilets jaunes, ça permet aux gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas fous et qu'ils ne sont pas cons. Ils peuvent porter des réformes comme le RIC, dont ils n'avaient pas entendu parler 15 jours avant, en se disant, oui, finalement, nous, comment on fait quand on a un problème? On se réunit. D'ailleurs, on ne vote pas forcément quand on a un problème entre nous. Enfin, il y a des modes de délibération qui sont... Le tirage au sort en fait partie, évidemment, le consensus, tu connais ça mieux que moi. Mais en tout cas, ils réfléchissent à une nouvelle structure démocratique. Puisque, comme on parlait de structure économique, je pense que la structure démocratique est à remettre en cause aussi. Pardon pour ce long... Vous pouvez revenir, j'ai fini. Non, mais ça me...
C'est drôle parce que, en fait, quand je t'écoute, et c'est tout à fait conforme à ce que je sais de toi, et puis ce que tu défends par ailleurs très explicitement, tu as une forme de valorisation de la parole des individus et des citoyennes et des citoyens. Bah, ça paraît pas dans mes chroniques, mais en fait, oui. Non, mais on me fait souvent le reproche. C'est la question sur laquelle j'allais, c'est que bien sûr. Tes chroniques sont fondées au contraire sur la déconstruction de la parole des individus pour justement montrer à quel point elle est pétrie de préjugés. Comment t'articules les deux? Mais parce que je trouve qu'on est pétri de préjugés et que tu as très bien explicité dans un livre qui s'appelle aux éditions... Voire rhétorique, aux éditions du Seuil. On a le même éditeur. Et on a le même éditeur en plus. Donc oui, on est pétri de biais. Enfin, moi aussi, je me mets dedans. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais la parole des gens. Donc déjà, c'est une sélection, c'est un micro-trottoir. Quand je faisais un micro-trottoir, évidemment, je sélectionnais les pires trucs, ou en tout cas les trucs les plus absurdes. Et je m'amusais à relancer les gens, c'est-à-dire à pas rester sur leur première réponse, qui me paraissait absurde, mais les questionner sur l'absurdité. Est-ce qu'ils sont sûrs de ça? Est-ce qu'ils sont sûrs de penser ce qu'ils pensent? Et donc là, ça fout un peu la merde, parce que normalement, tu t'arrêtes au premier truc, tu dis, bah moi, je pense que ça. Et puis chacun passe à autre chose. Et même les politiques, je faisais ça avec les politiques. Il y a des politiques à l'Assemblée qui m'ont dit, mais pourquoi vous me coupez la parole? Je dis, mais parce que vous répondez pas à la question, putain. Vous répondez pas à la matinale, là. Là, j'ai le temps. Je peux faire un quart d'heure si vous voulez, mais répondez à cette question. Et donc, ça permettait la relance, ça permet d'expliciter un discours et de voir s'il est construit. Et s'il n'est pas construit, bah, il va se casser la gueule tout seul. Et je m'amusais à faire ça avec les gens. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, comme tu disais, comment tu arrives à coordonner les deux, c'est qu'au final, à force de faire le malin, les gens le faisaient avec moi. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Quelqu'un qui remet en question ton discours et qui dit, mais dis donc, Guillaume, là, tu dis ça, mais... Et j'étais à merde. Et oui, évidemment que je fais les mêmes raccourcis que tout le monde. Et ça m'oblige, moi. Je trouve que ça nous oblige collectivement à faire attention à ce qu'on dit, peut-être pas forcément se fliquer, mais en tout cas, avoir conscience de nos limites. Je trouve ça... Donc je trouvais ça hyper intéressant. Bon, c'était amusant à faire, etc. Je trouvais ça intéressant, même pour moi, le retour que j'avais de ça. Il y a beaucoup de... C'est un entretien qui est décousu, mais nous sommes sur Twitch et c'est très bien qu'il le soit. Je regarde aussi un peu les réactions du chat. Il y a eu beaucoup de questions pour revenir à France Inter, sur le fait que dans l'explication que tu donnes, tu as une explication qui dédouane... Après, c'est normal, on n'est jamais dans le secret des dieux, mais qui dédouane en partie, en tout cas, la décision de la direction de Radio France, d'intervention politique, ou même de volonté ou de velléité politique. Bah, c'est parce que je sais pas, je peux pas dire des trucs là. En vrai, si vous avez des infos, je suis hyper chaud, envoyez-moi des mails. Mais je peux pas dire un truc que je sais pas. J'aimerais bien te dire, c'est Macron qui a voulu ma peau et qui a... Mais j'en sais rien. Et honnêtement, je pense pas. Est-ce que le fait que France Inter est particulièrement France Inter, parce que France Inter fait quand même l'objet d'une offensive, d'une double offensive intense depuis plusieurs années, l'une sur les médias de Vincent Bolloré, portée avant toute chose par Pascal Praud. D'ailleurs, j'ai vu que Pascal Praud, tu t'étais rabiboché avec lui. Ah, c'est une relation toxique. Hein. Parce que, là, c'est compliqué. Là, il a dit que tu étais un homme sans talent. Non, au final, il m'aime bien. La dernière prise de parole qu'il a pour parler de moi, il baisse les armes. Il dit, vous savez quoi, au final, je l'aime bien, Guillaume Meurice. Tu sens qu'il dit, oh, allez, j'en démarre. De toute façon, il a eu ma peau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh oui, oui. En plus, je trouve ça nul pour lui, parce que je pense qu'il a perdu un ennemi. J'étais sympa en vrai avec lui, tu vois. Je pense pas que j'étais le pire. Je pense qu'il va me regretter. Pascal, si tu nous regardes, je pense que tu vas me regretter. Ah, il a perdu un personnage de son émission. Il pouvait en faire un truc. C'est comme si moi, je perdais Pascal Praud. J'aurais dit, oh bah merde, je l'aimais bien, lui. Mais il y a quand même donc Pascal Praud qui a utilisé beaucoup votre émission à Charline, Alex, et puis beaucoup ta personne, en réalité, pour attaquer France Inter, dire que c'est une radio d'extrême gauche payée avec les deniers des Français. Il y a un compte Twitter très suivi qui s'appelle Média Citoyen. Oui, on m'en a parlé de ce truc. Dont on sait qu'en fait, il est tenu par des proches du pouvoir macroniste qui attaquent aussi très fortement Radio France et notamment France Inter, et notamment sur ta personne. Et c'est vrai qu'on a beaucoup lu dans la presse, en tout cas, c'est l'hypothèse qui domine un certain nombre de papiers qui parlent de ton licenciement. On a beaucoup lu dans la presse qu'en réalité, la direction de Radio France aurait eu peur de ces échos, aurait eu peur de ces attaques, aurait eu peur de cette image extrême gauchiste de France Inter et aurait voulu faire un exemple pour essayer de donner des gages
d'indépendance et dire que les deniers des Français étaient bien employés. Finalement, c'est bon, on a viré l'autre. Alors, j'ai une petite pirouette, parce que quand même, je suis un peu... je fais des blagues. Hein. Je dis... on dit que France Inter est une radio d'extrême gauche. Et honnêtement, comme j'ai eu un procès stalinien, je peux dire, c'est vrai. Voilà, c'est une petite pirouette. C'est une bonne blague. Il faut bien rigoler. On a le droit. Il y a au-delà de la vague de licenciement d'une part et de ton propre licenciement d'autre part, il y a quelque chose qui est extrêmement marquant, c'est une vague de départ à France Inter. Ouais. Puisque là, tu as un grand nombre de collègues qui sont partis. Jamil Le Schlag est parti avant même que ton licenciement soit officiel. Et puis, depuis, Aymeric Lomprey, Laëlle Aveyron, Thomas VDB, Douli, dimanche dernier. Et ça, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. En tout cas, je n'ai pas pu ne pas penser à quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans tous les médias de Bolloré quand ils ont été repris en main par Vincent Bolloré. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de Vincent Bolloré s'est attaqué au premier chef à l'humour, et notamment Guignol de l'Info, c'est vrai. Mais que s'est-il passé à iTélé au moment où iTélé est devenu CNews et où ça a été repris en main par Vincent Bolloré? Il a fait une nomination, celle de Jean-Marc Morandini, dont il savait qu'elle serait inacceptable. Ouais. Et il a laissé la grève se dérouler. Et au bout de la grève, en disant « mais je ne céderai jamais de toute façon », il a laissé partir les indociles, ceux qui, clairement, n'accepteraient pas de se plier à ses désirs. Et ce qui est resté, c'est une rédaction dont on voit qu'il a pu en faire CNews. Il s'est passé la même chose au Journal du Dimanche. Le premier acte qu'il fait, c'est une nomination dont il sait qu'elle sera inacceptable pour la rédaction, celle de Geoffroy Lejeune, ancien de Valeurs Actuelles. Il attend quelques semaines, vague de démission, et derrière, il peut faire du JDD ce qu'il veut. Et moi, quand je vois cette vague de démission qui était anticipable, qui était prévisible à la suite de ton licenciement, et je n'ai pas pu ne pas me poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté de management de faire partir de France Inter les éléments les plus incontrôlables? Mais je trouve que c'est encore plus grave que c'est un média public. Parce qu'à la limite, qu'il y a un mec, qui a un milliardaire qui a un journal en face ce qu'il veut, bon, bah ok, il en fait ce qu'il veut. Ou si tu es boulanger et que tu as un salarié qui te fait chier, bah tu le vires. Mais là, je leur ai dit, d'ailleurs, à la commission de discipline, je dis, vous êtes au courant que ce n'est pas votre entreprise du tout. Hein. C'est juste, vous avez des mandats. Sybille Veil, elle a un mandat. Après, elle fera autre chose. Avant, elle faisait autre chose. Elle conseillait Sarkozy, en l'occurrence. Je me permets de le placer là. Mais c'est pas leur entreprise. Donc, je trouve ça d'autant plus grave. Je n'avais pas analysé ça comme ça. Effectivement, il y a des parallèles qui questionnent. Mais je trouve ça encore plus grave, oui, parce que c'est un service public et que normalement, ça appartient à tout le monde. Du coup, sur le truc des impôts, je fais juste une petite digression, parce que je m'amusais à répondre. C'est l'argument qui revient tout le temps. Donc, je ne sais pas quel argument ils vont utiliser désormais, que je ne ferai plus sur le service public. Mais bon, je m'amusais à rembourser les gens, moi. J'avais calculé combien je coûtais, et c'était vraiment 0,00, je ne sais plus. C'était même pas un centime, quoi. Et je disais aux gens, c'est normal, vous payez pour un service, vous n'êtes pas content du service. Je trouve ça hyper normal de gueuler. Moi, je vais vous rembourser ce que je vous coûte en échange d'une enveloppe timbrée. Donc, ils ne sont pas si débiles, ils ne vont pas envoyer d'enveloppe timbrée pour le chèque. Bref, c'était une petite digression pour faire une petite blague. Mais c'est vrai, je l'avais vraiment annoncé. Est-ce que tu vas attaquer au prud'homme? Oui, bien sûr, ouais, alors ça, il y a toute une phase qui est hyper intéressante, puisque les prud'hommes, donc les indemnités, sont plafonnées, n'est-ce pas, grâce à un certain Emmanuel Macron. Absolument. Le barème s'appelle le barème Macron. Déjà, c'est loi travail prise dans l'été qui a suivi son élection. Ouais, quelle trace tu laisses dans l'histoire? Un barème de plafonnement d'indemnité prud'homale. Ok, Napoléon, super. C'est plafonné, sauf si il y a viol d'une liberté fondamentale. Or, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Donc là, ils sont en train de manœuvrer. C'est pour ça qu'Adèle Vendrette, elle arrive sur le plateau de Quotidien en disant non, mais c'est pas du tout un problème de liberté d'expression. Alors que tout le monde lui dit grave que si, c'est même que ça. Elle dit non. Et son seul argument, c'est de dire non. Et donc tout le monde fait je crois que si. Hein, ce fauteuil, tu peux dire qu'en fait, c'est un appareil à raclette. Bon, ça changera rien. Donc ça va être intéressant. Alors les prud'hommes, c'est un peu spécifique puisque c'est pas des juges professionnel, donc ça peut être aussi un peu la loterie, mais ma foi, on verra. Oui, en tout cas, c'est sûr que j'y vais, oui, bien sûr. J'avais déjà prévu d'y aller parce qu'en novembre, ils m'ont mis un avertissement. Donc j'avais déjà dit, moi, je vais le contester en justice. C'est pas normal que j'ai un avertissement. J'en avais même profité pour demander une augmentation, très précisément. Parce que la ligne éditoriale de Radio France, de France Inter cette année était dictée par Adèle Vendrette, on va continuer à titiller les interdits. J'aurais dit, putain,
je suis l'employé le plus zélé de la chaîne. J'ai titillé les interdits de ouf. Je suis l'employé du mois, bordel. Augmentez-moi. Bon, ils ont rigolé. J'ai loupé une relance. Donc non, mais c'est moi. Donc je retourne en arrière, puisque j'avais commencé à parler de cette vague de démission après ton licenciement. Et je te pose une question que je n'ai pas à te poser, parce que ce n'est pas toi qui as à y répondre. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ton avis. C'est quoi, selon toi, la meilleure manière, si tu veux t'opposer à un licenciement injuste et à une ligne politique qui pourrait y avoir derrière, d'après toi, c'est quoi la manière la plus efficace? Est-ce que c'est de démissionner en solidarité ou de rester, de s'accrocher au micro et de dire « je continuerai de dire ce que je veux tant qu'on ne me l'interdira pas », ce qui est le cas de Walidia, a annoncé de faire ça. Difficile à dire parce que c'est très très personnel. Vraiment, c'est quelque chose où est-ce que tu te sens le mieux à ta place? Je pense que si c'était arrivé par exemple à Emmerich, mettons, je pense que j'aurais fait comme Emmerich. Je me serais plus senti de... Il y a un côté, Jamil parle dans sa chronique de safe place. Il y a un côté, avant, on savait qu'on était défendu par nos employeurs. Enfin, on travaille sur une chaîne. Enfin, on a quand même participé aussi au succès de France Inter. À un moment donné, ils mettaient nos podcasts en avant tout le temps. Donc là, d'être lâché à ce point, Jamil, il a dit ça. D'ailleurs, Jamil, il m'a dit, j'ai même pas sélectionné, j'ai même pas démissionné en réaction à ta mise à pied. C'est juste que moi, je me sentais plus à l'aise sur cette antenne. Ce que je comprends de ouf. Et certainement, j'aurais fait ça aussi. On peut savoir, l'histoire n'a pas été celle-là, mais j'ai quand même trouvé que l'émission d'après, où j'étais pas, avait permis de dire des choses qui méritaient d'être entendues. Donc là, je te fais une vraie réponse de macroniste, parce que c'est vraiment c'est à la fois du en même temps réponse de et Normand. du beaucoup de je sais pas. Mais je t'avoue que je sais pas. Donc tu me demandais en termes d'efficacité, je sais pas. Et c'est partagé dans l'équipe. Hein. Dans l'équipe, il y en a qui disent mais non, il faut faire grève, il faut plus du tout qu'on vienne à l'antenne, et d'autres qui disent mais non, mais on peut profiter justement de l'antenne pour parler. Et les deux arguments s'entendent. Et c'est pour ça que je te dis que c'est très personnel. Moi, je pense que j'aurais agi comme ça, mais je comprends très bien qu'on dise non, je vais profiter de l'antenne pour défendre Guillaume ou parler d'autre chose, parce que je ne suis pas le seul problème dans la société à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant en t'écoutant, je me rends compte qu'en plus, tu peux invoquer une même valeur qui est l'altruisme à l'appui des deux décisions. C'est-à-dire que tu peux dire que ce qui est altruiste, c'est de démissionner aux dépens d'une position qui était avantageuse, d'un micro sur une antenne publique, en disant bah voilà, tant pis, je démissionne par solidarité. Et tu peux renverser l'argument en disant que l'altruisme, c'est au contraire de rester, même si tu ne te sens pas bien, mais pour justement tenir le micro jusqu'à ce qu'on te l'arrache de force. Ouais. Donc c'est pour ça que les deux me vont, et que c'est comme, tu sais, il y a beaucoup évidemment de lutte, de stratégie dans tous les mouvements sociaux, dans tous les mouvements en règle générale. Et donc, tu en as qui vont dire « Ouais, mais eux, ils sont trop radicaux, eux, ils sont trop réformistes. » Moi, je suis très proche de pas mal d'associations de protection animale, et c'est en permanence « Ben non, ça donne une mauvaise image de la cause. Ouais, ben là, on va discuter avec les gros lobbies. » Et je pense que c'est l'ensemble des stratégies qui est intéressante. Et je pense que tant mieux qu'il y ait des radicaux, et même tant mieux qu'ils critiquent les modérés, et inversement. Tant mieux qu'il y ait ces échanges d'idées et que ces frictions. Je pense que ça fait avancer... la cause, moi, tout ça. Et on perd peut-être beaucoup de temps à se dire non, il faut mieux faire comme ci ou comme ça. Donc je pense que les deux sont bien. Et c'est bien que dans notre équipe, il y ait eu, je trouve, des deux. Ça t'a touché qu'il y ait des collègues qui démissionnent en soutien à toi? Ouais, bien sûr. Jamil, je l'ai vu en direct à la télé, j'allais dire. J'étais sur mon canapé, c'est quand même particulier parce que j'avais l'impression d'être mort. Ils avaient mis une photo à ma place. tu te dis, c'est une émission en hommage à moi, mais je la regarde sur mon canapé en jogging. Et ouais, bien sûr, c'est quand même très touchant. Ouais, le fait qu'il se barre comme ça, même si je te dis qu'il ne l'a pas fait, c'est pas vraiment pour moi, mais au final, c'est quand même par rapport à ce qui m'est arrivé, Emmerich aussi, et puis tout le monde, Guédré, la Elia. Oui, bien sûr, c'est touchant. C'est même touchant au-delà de moi, Guillaume Meurice. C'est des gens qui se disent, attention, il se passe un truc qui n'est pas normal, quoi. On est en train... plus personne à France Inter pourra dire aujourd'hui qui peut tout dire. Quel humoriste va arriver en disant non, moi je suis sur France Inter, mais j'ai la liberté d'expression totale. Enfin, tout le monde va rigoler. Tout le monde va dire mais non, on a vu que non. Hein. On parle de la transition est toute trouvée. Hein. On parle de liberté d'expression. Est-ce que déjà avant de parler de la liberté d'expression, j'ai une première question pour faire transition quelque part. Ouais. Tout ça, au fond, revient à s'interroger sur l'humour et
Et on en revient toujours à cette même question à laquelle, qui est peut-être une bonne question, je n'en suis même pas si certain que ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse en tout cas, c'est est-ce qu'il y a des limites à l'humour? Ah oui. Qu'est-ce que, en tant qu'humoriste, toi, tes chroniques sont pas relues par personne, ni par évidemment pas par la direction, ni même par Charline. C'est le cas, je crois, pour tous les humoristes de l'émission. Oui. Donc, vous êtes seul face à un dilemme qui, en fait, est un dilemme vertigineux. Qu'est-ce que je dis? Pas tant, quand même. Ah ouais? Sur quoi je fais des blagues? Comment je fais des blagues? Tu parles de nous comme si on était des terroristes. Ben non, non. Pas un dilemme vertigineux. On fait des cadres. Moi, je connais la loi française et elle est très favorable à la satire, d'ailleurs, la loi française. C'est une vieille tradition française aussi, la satire politique. Mais je te parle pas, là, en l'occurrence, de droit. Je te parle plutôt d'éthique. Parce que je pense qu'on sera tous d'accord qu'il y a des limites à l'humour. C'est-à-dire que, au nom de l'humour, on peut faire du harcèlement scolaire. Bien sûr. Au nom de l'humour, enfin, les caricatures antisémites d'entre-deux-guerres étaient publiées au nom de l'humour. Bien sûr. Donc, on sera tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait à un endroit une limite dans une limite. Et donc, être seul... On parle de droit, quand même, du coup. Alors, puisque l'antisémitisme est un délit. Et le harcèlement également. C'est vrai, absolument. Mais... j'ai contredit Clément. Non, mais absolument, tu peux partir là-dessus. Tu as raison. Mais il n'y a pas que cela. Et j'ai lu le texte que tu as publié dans Ciné, où tu parles de l'humour comme d'une arme à double tranchant qui peut soit faire tomber les puissants, être utilisé contre eux, soit au contraire être utilisé pour opprimer les faibles. Et donc, il y a quand même cette question-là, j'imagine. Moi, je ne suis pas humoriste, mais j'imagine que cette question, elle existe quand on est derrière sa feuille de papier, qu'on est seul et qu'on se dit, est-ce que cette blague-là, est-ce qu'elle est drôle? Mais au-delà d'être drôle, est-ce qu'elle est bien? Comment toi, tu tranches ces questions-là? Comment t'arbitres? Est-ce que tu arbitres en ne te posant pas ces questions et en te disant juste, si ça me fait rire, c'est dans la chronique? Non, mais moi, j'ai pas ce problème parce que je raisonne à l'inverse. Disons que j'ai envie de dire un truc. Il y a quelque chose qui me met en colère, mettons, dans l'actu. Et je me dis, comment je vais le traiter en blague? Donc, je sais, le fond arrive avant la forme. Je me dis pas, je vais écrire quelque chose de drôle. Qu'est-ce qui se passe? Éric Ciotti, voilà, j'ai écrit une vanne sur Éric Ciotti. Ah mince, en fait, je me fous de la gueule de tous les chauves, mettons. Et c'est pas bien parce qu'il y en a qui se suicident, je sais pas, tu vois. Prenons un exemple absurde comme ça. Et donc, moi, je raisonne à l'inverse. Je me dis, en fait, je crois que le problème, c'est pas Éric Ciotti, mais pourquoi il est là? Pourquoi il est bloqué dans son bureau? Quels sont les rapports de force, etc. Qu'est-ce qui me traverse à ce moment-là? Et après, j'essaie de le transformer en blagounette. Donc, j'ai pas tant ce problème de me dire, cette blague, même si je la trouve drôle, est-ce que je la dis ou pas? J'ai jamais eu ça. Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai jamais ressenti le vertige dont tu parles. Après, on est quand même que des humoristes. On n'est pas... pas la main sur le bouton nucléaire. On n'a pas plus de responsabilité. Il ne faut pas nous donner plus d'importance qu'on en a. Là, on m'en a donné beaucoup dans les journaux. Mais c'est pas parce que c'est moi. C'est par rapport à la trajectoire que prend ce pays, je pense. J'ai été à cet endroit-là, et puis comme j'ai une grande gueule et que je ne suis pas le dernier à riposter, ça crée du spectacle. Moi, ça ne me pose pas de problème, le spectacle. Allons-y pour le spectacle. Donc forcément, ça fait du bruit autour de moi, mais ce qui se joue, c'est pas moi. C'est bien au-delà de moi. Cette phrase, on n'est quand même que des humoristes, je t'ai entendu la dire plein de fois dans nos discussions privées et puis dans des interviews. Et en fait, là, en t'écoutant là, je me demande si c'est un mauvais refuge rhétorique ou si c'est... excellent refuge rhétorique. ou si c'est de la modestie sincère. Ça peut d'ailleurs être les deux. Parce que... Non, mais sinon, je ferais de la... Pardon, je te laisse parler. Mais parce que moi, je pense... je le pense par le prisme de l'analyse et puis aussi pour avoir beaucoup parlé avec des gens. Je pense que tu ne fais pas du tout que de l'humour. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, tu le dis très bien. Non, je donne mon avis. Mais c'est tout. En fait, tu fais pas que donner ton avis. Tu exprimes ton indignation. C'est-à-dire que le point de départ de ta blague, c'est quelque chose qui te met en colère. Bien sûr. Donc, c'est un mouvement de révolte. Le mouvement d'indignation, de révolte, il est intrinsèquement politique. Et j'ai jamais dit le contraire. Et ta parole, tu vois, moi j'ai pas mal d'amis qui t'écoutent, non pas religieusement, mais qui t'écoutent avec grand plaisir, et pas que avec plaisir, justement. Ils n'écoutent pas seulement quelqu'un faire de l'humour absurde qui va les délasser. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Et ils écoutent une parole politique. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais... Non, mais
Pardon, je fais un truc. Un point de vue, c'est une parole politique. Donc moi, je donne mon point de vue, c'est forcément une parole politique. Pardon. Et en cela, tu vois, on parlait tout à l'heure du reportage radiophonique et tu disais, mais là où c'est très important, c'est que les gens, ils écoutent une parole et ils se disent, je suis pas fou. En fait. Et je pense, en tout cas, je le sais parce que je l'observe autour de moi, il y a beaucoup de gens qui t'écoutent pour cette raison-là. Ils t'écoutent pour entendre une parole qui, par le prisme de l'humour, mais qui pour moi est un médium peut-être davantage, peut-être plus qu'une fin, un moyen peut-être plus qu'une fin. Ils t'écoutent parce que par le prisme de l'humour, ils entendent une voix qui leur fait se dire « mais je ne suis pas fou ». Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai le droit d'être indigné de ça, j'ai le droit de penser ça, j'ai le droit de gueuler. Sauf que lui, il le dit peut-être mieux que moi, ou en plus, il me fait rire. Et en ce sens, est-ce que vraiment, tu peux te réfugier derrière « mais moi, je fais que des blagues ». Moi, je pense que ta parole, son statut a beaucoup plus de poids que ça. Alors, la réponse est oui, je peux me réfugier, parce que je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, exactement. Non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je ne cherche pas à convaincre. Et je n'ai pas d'intention non plus d'être un leader d'opinion ou un refuge pour certaines personnes qui se diraient bah, « tiens, ils pensent comme moi, donc ce n'est pas mon intention ». Mon intention est beaucoup plus égoïste à la base. Elle est de me décharger d'une indignation. C'était un truc qui traverse. Bah, y en a qui font de la boxe. Il y en a qui vont poser des bombes. Hein. Non, ne le faites pas, c'est interdit par la loi, je vous le rappelle. Et il y en a qui font des blagues. Mais je crois qu'on est tous comme ça, les humoristes. Il y a toujours des trucs qui... Un peu on fait avec nos obsessions. Alors, il y en a, leurs obsessions, c'est les trucs du quotidien. Voilà, parce que... Mais c'est pas inintéressant non plus. Hein. Moi, je catégorise pas du tout l'humour. Et que moi, c'est ça. Et je dis, bah merde, là, il y a un truc, j'ai envie d'en parler comme ça, et mon point de vue là-dessus, c'est ça. Et après, ce qui se passe à partir de là, à partir du moment où j'ai dit, c'est ce qu'on peut appeler un écho, et ça ne m'appartient plus. Alors, les gens, ils disaient, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Bon, pas une œuvre, mais tu vois ce que je veux dire. Après, ah, si. C'est ce que vont ressentir les gens, drôle, pas drôle, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et moi, je supprime aucun commentaire de mon Facebook. Mon Twitter, il est ouvert, vous pouvez m'insulter, il y en a qui s'en privent pas. Et j'ai pas de problème avec ça. Les gens se répondent, ne sont pas d'accord, les uns avec tout ce qui se passe après moi, que je trouve méga intéressant d'ailleurs. Ça me plaît que les gens puissent débattre après, mais ça m'appartient pas. Je sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais c'est refuge. C'est une. C'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas de la fausse modestie. En fait, c'est vraiment une question d'intention. Je pense pas que ce soit un refuge, parce qu'en vrai, je sais que tu es sincère. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même... Je pense que tu minimises un peu, je pense que c'est de la modestie, je pense que tu minimises un peu ton importance. Parce que... Mais alors, quand on... Ok, soyons précis sur les termes. Qu'est-ce que t'appelles mon importance? Mon influence? Tu crois que je suis influent? Ah ouais? Parce que, en fait, tu ne cherches pas à convaincre, et c'est vrai, et même, alors j'ai un tout petit peu travaillé sur la philosophie de l'humour, et c'est un sujet qui m'intéresse, en fait, la place de l'humour en rhétorique. Ouais. Et je prétends pas avoir encore une grande contribution à apporter, mais j'ai un peu bossé. Et bon, l'humour indéfinissable, évidemment, hein, ça échappe à toute définition. Mais quand même, il y a dans les tentatives de définition de l'humour, il y a un trait qui revient, c'est l'idée que pour rire, il faut un socle en commun. L'humour ne va pas ou difficilement te convaincre radicalement de quelque chose que tu ne pensais pas auparavant. L'humour va venir résonner avec des valeurs profondes, des opinions profondes, et va créer du rire en résonnant là-dessus. Donc, pour rire, il faut un socle de valeurs en commun. Des références. Et je suis sûr qu'il y a quantité de philosophes qui contrediraient ça et qu'on peut trouver quantité de contre. Dans le chat, là, la team philosophe. La team, il y en a, c'est sûr. On est... Raphaël Enthoven, tu crois qu'il a un pseudo et qui te regarde et qui chatte en même temps? Alors, Nul. C'est pas à lui que je ferai le plus confiance pour des questions de philosophie. C'est le premier philosophe qui m'est venu en tête. mais par contre, on est 14 000, il y a forcément des gens qui ont un diplôme de philosophie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu dis avec mon humour, je ne peux pas convaincre, je pense que tu as raison. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui revendique de manger de la viande et voilà, de ne pas vouloir changer d'avis, il peut changer d'avis par certains prismes, pas en écoutant une de tes chroniques. Donc, effectivement, je pense que l'humour n'est pas fait, ou du moins n'est pas l'arme la plus adaptée pour convaincre quelqu'un. Par contre, l'humour permet de souder son camp. L'humour permet d'accentuer la conviction des gens déjà convaincus, permet de faire résonner tout un auditoire sur une même fréquence et amène, je crois, les gens à se reconnaître derrière
une même équipe ou une même valeur. Et ça, je crois que moi, je suis pas d'accord du tout. L'humour permet de faire ça. Je pense que vous avez tort, Clément Viktorovitch. Ah, c'est possible. Non, je suis vraiment pas d'accord. Parce que, et je dirais peut-être même au contraire. Moi, je pense que l'humour, ça sert beaucoup à déconstruire. C'est très peu utile pour construire les trucs. Comme tu le dis, parce qu'il faut un référentiel commun. Donc tu peux pas amener genre une nouvelle idée dans la société par la blague. Sinon, les gens vont dire, bah, du coup, c'est une blague, c'est de l'absurde, je n'ai pas la ref. En revanche, c'est très utile pour déconstruire. Du coup, ça peut déconstruire des préjugés que tu as. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, tiens, c'est marrant, j'ai écouté ta chronique et du coup, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à tel truc et ça m'a permis de déconstruire. En ça, peut-être tu peux dire que j'ai une petite influence sur les gens, mais comme on s'auto-influence les uns les autres en permanence, c'est l'aventure humaine. Oui, sauf moi, je le fais à plus large échelle parce que j'ai plus d'auditeurs, ouais. Oui, en ça, oui, mais ça ne te donne pas non plus la faculté de renverser le pouvoir en place. Sinon, on ne serait pas là, on serait à l'Élysée en train de boire des cocktails comme ça. Bref, je termine sur ton postulat qui est de dire que ça rassemble son camp. Et moi, je pense pas. Je pense que justement, ça peut créer du doute chez les gens qui ont des fortes convictions. C'est pour ça que je pense que l'humour est habile pour déconstruire. Un raisonnement par l'absurde, par exemple, est très utile pour se rendre compte que nos a priori sont absurdes. Mon père faisait beaucoup ça avec moi quand j'étais petit. C'était très agaçant. Quand je disais des conneries, il me disait pas « t'as tort, tu dis une connerie ». Et il disait un peu ce que je fais dans mes chroniques, hein, les chats ne font pas les chats. Il disait, ah bon, ah ouais, tu penses que ça? Ouais, donc du coup, ça veut dire que ça. Et toi, dans ta tête, t'es là, merde, du coup, non, mais t'es obligé d'être de mauvaise foi. Et là, l'absurde arrive. Et mes chroniques, elles sont faites comme ça. L'absurde arrive parce que soit tu dis, ouais, non, j'ai dit de la merde. Ça n'arrive quasiment jamais dans la vie que quelqu'un dise ça instantanément. Donc tu vas essayer de te rattraper, de trouver une autre branche. Et si l'autre est un peu taquin, il va te dire, ah bon, donc t'es là, donc ça veut dire que ça. Et tu vas te casser la gueule. Le raisonnement se casse la gueule. Donc je trouve que ça peut créer plutôt que de souder derrière des certitudes, parce que tu n'as pas dit le mot certitude, mais tu laissais un peu entendre ça, je pense que non, ça peut créer du doute, y compris au sein de ton propre camp, qui est un mot que j'aime pas trop. Tu as utilisé le mot arme, que j'aime pas trop non plus. Admettons, j'ai compris ce que tu as dit. Je pense pas que ça puisse souder en mode, vous avez vu, c'est nous qui avons raison. Non, ou alors c'est de l'humour de domination dont on parlait tout à l'heure. Non, mais j'aime pas ça. Dans ce cas, c'est que je me suis mal exprimé. Mais ce que tu dis n'est ça m'étonnerait, vous êtes Clément Viktorovitch. Mais oui, mais d'où Clément Viktorovitch, il s'exprime mal. Et nous sommes tous ça n'aura aucun sens. Mais nous sommes tous faillibles, mon cher. Non, mais cela est, ton objection, moi, je la vois pas rentrer en contradiction. C'est-à-dire que pour moi, quand tu as une prise de parole dans les médias, et qu'il y ait une prise de parole qui exprime un point de vue, elle peut avoir plein d'impacts différents, mais notamment deux qui m'intéressent. Le premier, c'est de convaincre, effectivement, d'avoir un impact. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, l'humour, par la déconstruction, peut avoir un impact, peut convaincre, peut amener des personnes à se dire « Ah ouais, tiens, il a peut-être raison ». Mais moi, j'ai l'impression que convaincre, ça arrive qu'on y parvienne. C'est assez rare. Parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que convaincre quelqu'un, c'est pas un tour de parole de 5 minutes, c'est même pas une émission de 2 heures, c'est difficile de convaincre. Les prises de parole dans les médias, je pense, elles ont une autre importance, c'est précisément de dire aux gens, vous n'êtes pas fous. De dire aux gens, ce que vous pensez, sans peut-être oser le penser, en fait, vous avez le droit de le penser. La preuve, c'est que moi, je le dis dans un micro. Et ça, je dis ça en même temps, j'ai tapé mon micro, c'est terrible. Et ça, pour moi, c'est là où je dis rassembler des gens. C'est là où je dis créer tout d'un coup du commun, en réalité, une pensée commune. Faire prendre conscience les individus que ce qu'ils pensent en ayant des doutes, en se disant, moi, j'ai l'impression de penser ça, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que si je pense ça, je ne suis pas un peu trop soit radical, soit déconstructeur, soit, j'en sais rien, révolutionnaire? Et le fait d'entendre quelqu'un dans un micro, fût-ce par le prisme de l'humour, dire « Non, mais moi aussi, je pense ça », ça peut avoir quelque chose de libérateur et amener à créer du commun politique, à créer une communauté autour d'idées et de valeurs. Ouais. Et alors, je pense, si on veut faire un peu de psychanalyse de bazar, d'autopsychanalyse, je pense que ce qui résiste en moi à ce postulat, c'est un vieux fond d'anarchisme, même un jeune fond d'anarchisme, qui est de dire je refuse à être le porte-parole d'un camp, comme tu le dis, ou d'une mouvance, ou d'un certain nombre d'idées. C'est vrai qu'il m'est odieux de suivre autant que de guider. Et peut-être que je ne suis pas à l'aise avec ça, en vrai. Peut-être que tu as raison, que là, ça touche en moi un truc très perso, qui est plutôt de dire aux gens, non, mais
me suivez pas. Enfin, moi, je vous dis, faites de la pensée critique, remettez en cause les raisonnements, mais me suivez pas, j'ai pas forcément raison. C'est peut-être ça, je pense que c'est ça qui résiste en moi. Et ça me va que ça résiste en moi. Et je pense heureusement. Sinon, pour le coup, tu deviens fou. Mais peut-être c'est ça, ouais. T'as vu, tu m'as fait de l'auto. Non, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Parce que j'entends ce que tu me dis, je te connais, on se connaît, je te fais confiance. Je me dis, bon, s'il me dit ça, c'est que c'est pas idiot. Il me sort pas ça comme ça. Donc, je pense que c'est ça, en fait. J'ai pas envie de devenir... c'est arrivé, j'ai eu une discussion, je sais plus avec qui de l'équipe, qui me disait, faudrait qu'on fasse une manif devant la maison de la radio. Et moi, j'étais là, moi, je veux pas devenir monter sur des palettes et dire, regardez ce qu'on me fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à la France. Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis à l'aise pour t'en parler, pour analyser le truc, mais je me vis pas en tant que symbole. Alors peut-être je suis à mes dépens, et ça va comme rôle, c'est cool. Hein, c'est comme, ça reste quand même des gros problèmes de riche, le mec est trop suivi. Il y a trop de gens qui m'aiment, arrêtez. Non, c'est pas ça, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tu es de fait un porte-parole. J'ai l'impression que c'est une place que tu as, que tu le veuilles ou non. J'ai l'impression, après, je peux me tromper. C'est ce que je perçois de toi et de ta place dans le champ médiatique. J'ai même l'impression, c'est une anecdote que tu me racontes, du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de la dire, mais elle résonne directement avec ce qu'on est en train de se raconter. J'ai même l'impression que tu l'es de facto. Tu me racontais tout à l'heure que tu as pris le métro à Paris juste après. Oui, bon, là, c'était un peu particulier. Ouais. Non, mais oui, tu peux la raconter parce que c'est très drôle. C'était juste après quoi? Quelle manif? La manif samedi, là. Samedi dernier, manif contre l'extrême droite. Ouais. Tu me racontes que tu prends le métro, que les gens te reconnaissent parce que c'est un métro qui est bondé de gens qui reviennent de la manif. Et qu'à ce moment-là, tu es acclamé par une rame entière. C'est vrai. Mais c'est un moment de ma vie un peu particulier. Il y a ma tronche partout sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est pas mon quotidien, ce que je veux dire. Mais c'était plutôt sympa, agréable et jovial. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, être un porte-parole de fait, c'est quelque chose qui s'impose à toi. Choisir comment toi tu veux le vivre et ce que toi tu veux en faire, ça, pour le coup, c'est là où tu as raison, c'est que c'est une décision qui t'appartient. Disons que je porte ma parole. Il se trouve que ma parole, a priori, fait écho chez pas mal de monde. Après, c'est pas non plus énorme. Hein. Si on voit la population française, c'est 68 millions. C'est pour ça qu'on s'énerve souvent d'Hanouna en disant il fait 2 millions. Nous, ça nous arrivait, je crois, de faire 1,5 million. Donc on se dit, bon, finalement... Voilà. Donc les chiffres, il faut aussi se méfier. Hein, tu connais ça mieux que moi, les effets de cadrage, etc. Mais oui, bon, il se trouve qu'il y a des gens... chez qui ma parole fait écho. Je ne sais pas si cette phrase est française, je ne me rappelle plus comment je l'ai commencé. Et évidemment, c'est plutôt agréable. Je vais ajouter un petit truc qui me fait quand même assez marrer. J'ai fait, par exemple, pour France Inter, les reportages, le meeting de Zemmour. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller vraiment au milieu des gens. Je ne voulais pas rester avec les journalistes, déjà parce que je ne suis pas journaliste. Et puis qu'au pire, je me fais insulter, ça me fait des sons marrants. Moi, je les passe, les sons où je me fais insulter. Et je me suis retrouvé à faire des selfies. Avec souvent, c'était des jeunes qui me disaient non, mais évidemment, je suis d'accord avec rien de ce que tu dis et de ce que tu représentes, mais j'écoute tout le temps ce que tu fais, ça me fait quand même rigoler. Alors, tu vois, j'étais là, c'est bizarre, parce que ça aurait dû me révolter, me dire, je rate ma cible, mais comme je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant qu'ils écoutent, pourquoi ça les fait marrer, ça m'a un peu fait me remettre en question, et c'est pas mal de se remettre en question dans la vie en général, et à cet endroit-là, je trouve. Tu vois, et j'en ai des gens qui me disent... bon, après, maintenant, c'est un peu particulier, parce que c'est sur le principe de liberté d'expression. Il y a des gens qui me disent, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord pour que tu aies le droit de t'exprimer, je trouve ça dégueulasse, c'est ce qui t'arrive. Ça a un peu dévié. Avant, il y avait vraiment des gens qui étaient, tu vois... Bon, là, je cite Zemmour, parce que ça m'est vraiment arrivé, mais même des gens dans la rue qui me disent, oh, mais moi, je suis turbo de droite, et... J'ai même une anecdote, on était à 7, je faisais un tournage de podcast à 7, et un mec... qui arrive. Bon, il était un peu tard, je pense que le bar allait fermer, il était peut-être 2h du mat. Ah, terrible. Le mec arrive et il me dit « Yo, Maurice !» Un mec un peu costaud, je fais « Ouais, c'est moi, ok. » Et il me dit « Putain, je déteste ce que tu penses, je t'écoute tout le temps, mais tu vas pas bébé du tout. Hein. » Je fais « Bon, vas-y, dans ma tête, je me dis Zemmour, quoi. Je dis « Bon, ok, t'es pour Zemmour. » Et il me dit « Oh non, Zemmour, c'est un mec de gauche pour moi. » Je fais « Oh, putain, assieds-toi, on va discuter, parce que là, c'est trop beau. » Et en fait, c'était un royaliste. Et en fait, il avait un t-shirt, un sweatshirt, les Camelots du Roi. Et ça m'a quand même... Bon, on avait un peu picolé, moi aussi, mais ça m'a quand même intéressé, la discussion, de savoir... Bon, je pense qu'il était jeune, tu vois, il devait avoir 25 piges. Et comment on pouvait avoir... Ça m'a intéressé, l'altérité, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, c'est vraiment pas du tout moi que j'ai en face. Et du coup, ça m'intéresse de savoir comment le gars, il raisonne. Et pour la fin de l'anecdote,
On a trouvé un terrain d'entente. À la fin, le bar, il fermait. J'ai dit, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais faire un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Donc, oui pour un roi. Je suis chaud. On a un roi. Par contre, c'est Philippe Poutou. On s'est serré la main. On a appelé ça le serment de Sète. Qui n'a aucun effet dans le réel, comme vous l'avez constaté. Absolument. Mais j'ai trouvé quand même ce moment intéressant que le gars m'explique comment il est devenu royaliste. Et en vrai, il y a des arguments qui se tiennent un peu. Tu sais, la neutralité, etc. Comme on a un président de la République qui est très monarque, forcément, oui, il y a des ponts. Bref, on ne va pas aller là-dedans. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu vises ici, c'est l'idéal de la délibération démocratique. L'idéal de la délibération démocratique, c'est dire qu'on ne discute pas forcément pour parvenir au consensus. Vraisemblablement, on n'y parviendra pas. On est séparés par des valeurs qui sont trop importantes. On ne discute même pas pour parvenir au compromis, parce qu'en matière politique, il est difficile. Bon, tu peux faire un compromis quand tu achètes un vélo et qu'il faut savoir combien tu vas le payer, mais faire un compromis sur les lois, les valeurs qui doivent guider notre société, c'est plus compliqué. Par contre, on peut discuter pour se mettre d'accord sur nos désaccords. À fond. C'est-à-dire, au moins savoir pourquoi on n'est pas d'accord, aller chercher à quel endroit, quand tu déconstruis les raisonnements, à quel endroit on dit « Ah non, ok, si toi tu penses ça, moi je pense pas ça. Ouais. Je signe. » Et en réalité, effectivement, ça enlève du conflit et ça enlève du conflit pour remplacer par de l'altérité, par de l'adversité. Mais c'est ce qu'on doit. J'ai même envie de dire, c'est là que tout commence. C'est là que tout devrait commencer. Mais on ne va jamais jusque-là. On est sur des arguments d'autorité ou des attaques ad hominem, etc. On ne va jamais jusqu'à... mais au fond, on n'est pas d'accord sur quoi? Au fond, pourquoi on s'engueule? Allons sur le pourquoi on s'engueule. Et engueulons-nous vraiment? Je me suis énervé, tiens. On en est où de la liberté d'expression en France? Oh là là, alors j'ai un avis très précis sur la question. C'est comme tout concept assez vaste en philosophie, en mouvement permanent. Et c'est en combat permanent, puisque c'est un droit qu'on devrait défendre. Et comme tu le sais, si on ne l'utilise pas, il se perd petit à petit. Donc moi, j'essaie de l'utiliser au maximum dans un cadre défini par la République, car je suis républicain. Mais je pense qu'elle est quand même... Alors, il faudrait la définir dans le sens où une liberté d'expression, comme toutes les libertés, ne peut pas être totale. Elle est forcément bornée. C'est le paradoxe de la liberté. Elle s'inscrit dans un cadre. Donc c'est déjà le bordel, la liberté, à ce niveau-là, parce que du coup, ça annule son concept, l'annule elle-même. Je ne sais pas si c'est une figure de rhétorique qui existe. Ça s'appelle un argument autophage. C'est un argument qui se dévore lui-même. Donc la liberté, on a gravé ça au fronton de nos bâtiments sans se demander qu'est-ce qu'on allait en foutre. Et c'est bien dommage. Donc la liberté d'expression, c'est pas la liberté de stigmatiser, je sais pas, les musulmans, les banlieues, etc. C'est la liberté normalement de pouvoir... on va reparler des rapports de domination, mais de pouvoir critiquer les gens qui sont au-dessus. Comme on est dans une société très verticale, ça devrait être même une garantie pour pouvoir un peu mieux respirer face à ce qui nous écrase. Ça devrait être la première chose qu'on puisse faire. C'est pour ça que les gens qui critiquent beaucoup les réseaux sociaux, avec parfois des bons arguments, il faut le dire, moi je leur rappelle quand même que c'est déjà un mode d'expression populaire. Tu crées ton compte, tu vas pouvoir insulter les gens. Oui, il ne faut pas insulter les gens, je suis d'accord. Des fois, le peuple, il crie, il fait des fautes d'orthographe, il t'insulte, oui. Mais il faut faire avec. C'est quand même des gens. Ça pose des questions. Je ne dis pas que c'est un super outil, forcément. Mais comme tout outil, il y a des contraintes, des avantages, des inconvénients, bien sûr. Donc, ça devrait être... pourquoi j'élargis à ce point-là le sujet? C'est parce que souvent, l'argument qu'on nous amène, c'est les États-Unis. Et moi, je n'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas envie de vivre dans une société où on peut y avoir le Ku Klux Klan qui se réunit dans le champ à côté de chez moi. Je n'ai pas envie. Ça se défend, et là, il y a des bons arguments pour défendre ça. Bon, en l'occurrence, les États-Unis, c'est carrément dans leur constitution. C'est quand même très, très sacralisé. Donc, je veux bien les entendre, mais moi, en tant qu'être humain, ça m'emmerde. Voilà. Le parallèle qui a déjà été fait te concernant, mais qui en fait est, plus j'y pense, moi plus je le trouve plus que pertinent, je le trouve éclairant, c'est évidemment le parallèle avec Je suis Charlie. Ouais. Moi, je me souviens qu'effectivement, au moment de Charlie Hebdo, il y a eu une grande marche pour la liberté d'expression. On a expliqué d'ailleurs que dire « je suis Charlie », ça ne voulait pas dire « je lis Charlie Hebdo », mais je suis pour la liberté d'expression. Métonymie qui a créé de la confusion, mais c'est un autre sujet. Et à l'époque, justement, on a expliqué
à des Français de confession musulmane qui disaient « Mais moi, les amis, vous êtes gentils, mais les unes de Charlie Hebdo, elles me sont insupportables. Ouais. Elles me choquent au plus profond de mon être. Je ne peux pas supporter de voir ça. » Et on a expliqué, quand je dis « on », c'était le discours dominant dans les médias, qui était de dire « On vous comprend. » Alors, bon, déjà, quand ça commençait par « On vous comprend », c'est qu'on avait déjà fait un pas. Mais le discours dominant, c'était « Bon, on entend, on vous comprend. » Mais il n'y a pas de délit de blasphème en France. Et l'humour, c'est aussi le droit de choquer. Et la liberté d'expression, c'est accepter d'être choqué. Ouais. Et la tolérance ne s'exerce qu'à l'égard de ce qui nous dérange. On n'a pas à être tolérant à l'égard de ce qui ne nous dérange pas. Et donc, on disait, bah voilà, Charlie, oui, vous pouvez détester ce qu'il publie, mais il faut quand même vous battre pour qu'ils aient le droit de le publier. Et c'est un combat qui a été... Je ne dirais pas qu'il a été gagné à ce moment-là, parce qu'il y a eu justement énormément de résistance, de gens qui disaient « mais moi j'entends les arguments, mais ça n'empêche que les unes me sont insupportables », mais c'était le discours dominant dans les médias. Et là, te concernant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette blague qui a choqué des Français de confession juive, et c'est à toi de rappeler un peu tout seul, tout seul sur ton fauteuil rouge. Mais les gars, en fait, oui, ça choque, j'entends, et j'en suis désolé pour eux, mais du sacré, mais désolé. J'ai le droit. C'est aussi ça l'humour. Et le discours dominant médiatique, c'est de dire sus à Guillaume Meurice, abat cet humoriste antisémite, avec tous les raccourcis, amalgames, sophismes et que cette phrase comporte. Après aussi, juste pour faire une petite insiste, c'est que l'extrême droite est passée de antisémite à islamophobe. Enfin, leur nouveau fonds de commerce, c'est l'islamophobie. Donc pour eux, Charlie Hebdo, ça leur va très bien. Oui. Désormais, ça leur va très bien. Et ils sont là, ah non, regardez, il a certainement dit un truc antisémite. Donc c'est des positionnements stratégiques. Oui. Enfin, ça se comprend assez facilement. Ouais. Toi, tu vois ça... En fait, toi, pour toi, ce qui s'est passé, c'est moins un recul de la liberté d'expression que simplement un alignement un alignement d'opportunités qui était que ça arrangeait plein de gens de dire Guillaume Meurice est antisémite. Oui, exactement. Tu as résumé ce que je pense. Ben voilà, c'est Clément Viktorovitch. Oh, vraiment en 2 phrases. Non, mais oui. Je me méfie aussi beaucoup des c'était mieux avant, ou on vit une époque où on parle souvent de Coluche, etc. Mais Coluche, il se faisait censurer, il se faisait interdire, il se faisait virer. Jean-Yann, il se recevait des sacs de courrier. Donc maintenant, c'est des tweets. C'est là où j'explique que la technologie a changé. Je ne sais plus où j'expliquais ça l'autre jour. Évidemment, avant, les gens qui voulaient me menacer de mort, ils étaient obligés de découper des petits papiers, des petites lettres dans les journaux. Donc ta colère, elle a quand même le temps. Il y a un process qui est là. Josiane, appelle-moi le journal, et des ciseaux, et de la colle et tout. Donc, alors que là, c'est un tweet, donc tu réagis. Donc la technologie n'est pas neutre, c'est pour revenir sur ce qu'on disait avant. Mais non, je suis bien sûr que je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est intéressant parce que ça... Il y a une vraie question à se poser, et moi-même, je me la pose, qui est, est-ce que la liberté d'expression est en train de reculer? Et en réalité, il faut toujours faire attention quand on jette des grandes phrases générales comme ça. On est là, en direct, alors sur Internet, certes, mais pour l'instant, personne ne nous embête pour ce qu'on est en train de dire. On dira, ça pourrait arriver. N'insultons pas l'avenir. N'hésitez pas à saisir l'ARCOM. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une question de liberté d'expression, ou est-ce que c'est, en l'occurrence, des opinions précises qui font l'objet d'une attaque, en l'occurrence notamment les opinions, enfin, pas les opinions, le soutien au peuple palestinien qui subit un massacre à Gaza. Est-ce que c'est ça qui est attaqué? Parce que il y a ta chronique, et en fait, la personne que tu attaques n'est pas anodine. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé d'antisémitisme, mais en réalité, tu attaques avant tout Benyamin Netanyahou, qui, en ce moment même, se rend coupable de massacre, voire de génocide, si on en suit plusieurs organisations internationales. Et c'est vrai que il y a la convocation devant la police judiciaire, là aussi, de Mathilde Panot et Rima Hassan, pour ce délit dangereux, en réalité, pour la liberté d'expression, qui est le délit d'apologie du terrorisme. C'est fou. Il y a les meetings de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon qui ont été interdits sur le fondement, sur un fondement juridique qui paraît quand même tout à fait dérangeant, qui est risque de trouble à l'ordre public. Ça, c'est le truc, ils n'ont que ça dans la Manche. Donc, et donc, pour interdire un spectacle pour le même motif, en fait. On pourrait tout interdire avec ce motif-là, même notre discussion. Oui, potentiellement, il peut toujours y avoir un rassemblement. Oui. Donc, est-ce que toi, tu dirais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est un recul de la liberté d'expression ou, pour le dire vite, une criminalisation des positions pro-palestiniennes?
Je pense que les deux sont liés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un système dominant qui me semble arriver à bout de course et qui panique. Et qui, dans sa panique, préfère se barricader, se calfeutrer, empêcher les gens de parler, utiliser tout l'arsenal juridique et policier qu'il a à sa disposition pour maintenir ses privilèges le plus longtemps possible. Je suppose qu'il est au courant que de toute façon, ça ne tiendra pas, ça n'a jamais tenu dans l'histoire. À un moment donné, l'accumulation des richesses des uns et l'extrême désuétude des autres fait que la balance ne va pas pencher en leur faveur. Alors ça va faire des dégâts. Ils ont encore les moyens de faire beaucoup de dégâts, mais à mon avis, ils savent que leur règne est terminé. Ce qui me rend relativement optimiste quant à la suite. Là où je suis pessimiste, c'est que moi, je les ai fait, les salons de la sécurité intérieure, ils appellent ça. Je les lance-grenades là, qui sont dans les manifs, je les ai vus arriver, moi, avec des hôtesses à côté, comme ça, en mini-jupe. Enfin, c'est vraiment des salons horribles. Et donc, je sais qui paniquent au point de préparer quand même une riposte sévère. Ce qu'on a vu, si on veut revenir sur les Gilets jaunes, je pense que même dans leur vie, c'est la première fois qu'ils ont eu peur physiquement. Comme ils ont toujours été dans les écoles, ils n'ont pas été dans le Bronx, hein. Ils n'ont pas été dans les REP, ils ont été dans les lycées privés, ça ne se castagnait pas. Donc, ils ont un rapport physique à la violence qui est très, très distancié. Tant mieux qu'ils en aient été préservés, hein. Je ne suis pas pour que les gens se battent dès le plus jeune âge. Mais je pense que c'est la première fois de leur vie où ils se sont dit, on va se faire casser la gueule physiquement. Et là, il y a vraiment un rapport de peur, panique, je pense, de la part du système dominant. Je vais dire, même si je reprends mon petit cas personnel, quand j'ai été convoqué par Sybille Veil, elle était livide, quoi. Elle était là, non, mais Guillaume, ça va pas. Enfin, elle était vraiment mal à l'aise. Je dirais pas qu'elle était en panique totale, mais en tout cas, on voit qu'elle passait par un bon moment. Alors que moi, j'étais là, bon, c'est quand même ridicule. Enfin, voyons ce qui se passe. Moi, je suis pour vivre des expériences. Donc, je crois que c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. D'accord. Donc, en se disant que, bon, forcément, ça va. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais si tu prends les ressources de la planète, ils vont finir par. Est-ce qu'ils vont tout niquer avant que ça soit trop tard, ou est-ce qu'ils vont perdre avant de tout niquer? Voilà, je pense que l'enjeu majeur de société, il est là. C'est vrai que, parce que on parle de liberté d'expression, tu ramènes immédiatement ça à l'arsenal répressif dans les manifestations. Et c'est vrai qu'en réalité, si tu amènes ce dossier-là sur la table, il y a quand même un ensemble qui fait système et qui est pour le coup inquiétant. C'est-à-dire que, indépendamment des procédures bâillons utilisées contre des humoristes, contre des hommes politiques, des responsables politiques, ce qui est déjà inquiétant en soi, l'interdiction de meetings électoraux sans que ça ne suscite tant d'indignation que ça. C'est ça qui est fou, hein. Ouais, on s'habitue. Ouais. C'est parce que, oui, les insoumis ont hurlé à juste titre, pour le coup, mais au-delà, bon, non, les gens ont dit oui, c'est vrai que peut-être, en même temps, on ne sait pas trop aussi, alors que tout le monde... Ouais, mais les gens, bon, c'est déjà compliqué d'utiliser cette expression, mais forcément, ils sont dans un quotidien, ils ont des problèmes de factures, des mômes à aller chercher à l'école. On ne peut pas créer une structure qui oppresse les gens et après de leur demander et de leur dire, mais pourquoi vous vous rebellez pas? C'est déjà écrasé. C'est comme si tu as une botte qui écrase un bonhomme et tu dis au bonhomme, bah alors, il faut être résistant, mon petit gars. Il dit, bah alors, désolé, tu peux pas. C'est la structure qui écrase tout. Il y a un avocat... Et juste, attends, pardon, parce que sinon je vais oublier ce que tu disais sur les manifs. Évidemment, il faut le relier à la liberté d'expression. C'est quoi l'expression, le plus simple moyen d'expression quand tu n'es pas content du gouvernement, c'est de descendre de la rue et de gueuler. Et c'est léger, hein. C'est quand même léger, quoi. Tu vas pas... Et en plus, les manifs, c'est pas devant l'Élysée, hein. C'est vraiment loin et tout. Bon, bref, et c'est très cadré, évidemment. Donc, même ça, ils ne le tolèrent pas. Ils interdisent les manifestations, et quand il y en a, ils nassent, ils tabassent. Donc, même ça, ce petit truc qui te reste, ils le foulent aux pieds. C'est ça qui est fou. Ça fait le lien avec ce que je m'apprêtais à te dire, tu as tout à fait raison. Il y a un avocat, François Sureau, grand défenseur des libertés, qui a coutume de dire que les Français ont perdu le goût de la liberté. Et il relie ça avec plein de petites micro-concessions qu'on a faites tout au long des années et même des décennies passées. Enfin, c'est un peu gonflé de dire ça, hein. Parce que ça met la faute sur les Français. Bah alors les Français, bah alors la liberté, vous avez perdu le goût de la liberté. Non, mais forcément, si tu descends dans la rue et que tu te prends des flashballs dans la gueule, oui, tu as perdu le goût de la liberté de descendre dans la rue. Pas... Désolé, quoi. Si tu fais des blagues sur une chaîne et que tu te fais virer,
et que tu dis, tiens, je suis embauché pour faire des blagues sur une chaîne, est-ce que je vais faire une blague sur Netanyahou, sachant que Meurice vient de se faire virer? Bah, t'as un peu perdu le goût de la liberté, mais c'est pas tout. Ça, on t'a fait perdre le goût de la liberté, quoi. On t'a enlevé les papilles. On t'a arraché les papilles, et après on dit, bah alors, le goût, où qu'il est le goût? Bon, je pense que peut-être qu'il sait. Là, tu t'extrais une phrase, donc sûrement que son discours est un poil plus construit que ça. Mais lui, il est beaucoup sur... Je voulais pas inverser la charge de la preuve. Non, mais tu as raison, parce que, en tout cas, je pense à une conférence de lui, je ne sais pas si ça résume l'entièreté de sa pensée, je ne voudrais pas le caricaturer, mais où il attirait l'attention sur justement l'habituation qu'il y a des êtres humains qui acceptent, pour des raisons qui lui paraissent, et moi me paraissent aussi dérisoires, c'est-à-dire espérer un peu plus de sécurité, espérer un peu plus de tranquillité, acceptent des reculs sur leur liberté. Et c'est vrai que quand tu prends ce qui s'est passé, ne serait-ce que ces dernières semaines, on a Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui s'est rangé derrière le principe d'un garde-feu pour les mineurs. En disant, bon, bah, après tout, qu'a à faire un gamin de moins de 13 ans dans la rue après 23 heures, rien. Donc, et les gens disent, ouais, plutôt d'accord, ouais, après tout, comment s'y opposer? Moi, mes gamins, ils sont pas à 23 heures dans la rue quand ils ont moins de 12 ans, ils sont dans leur lit. Bon, bah, les meetings politiques de LFI interdits sur un prétexte tout à fait fin, pareil, c'est passé. Bon, là, en ce moment, je sais pas si elle est sortie de garde à vue, mais au moment où on est rentré en studio, elle y était encore, une journaliste de Blast, en garde à vue, parce qu'elle a l'audace de protéger ses sources journalistiques sur un dossier sensible, en l'occurrence la vente d'armes par la France à l'État d'Israël. Et quand et les manifestations dont on a parlé, et des humoristes qui sont maintenant virés de la radio publique. Alors, effectivement, dire les Français ont perdu le goût de la liberté, ça rejette la faute sur le peuple français, alors que je suis d'accord. À un moment donné, quand on te tape dessus à coups de flashball, ça devient difficile. Je crois que j'ai perdu le goût de la liberté, là, et la vue aussi. Mais est-ce que plus que... En fait, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en se focalisant sur la liberté d'expression, quand en fait, ce sont les libertés qui sont en train de reculer? Ouais, bah, disons qu'il y en a plusieurs qui sont en train de reculer. La liberté de manifester, tu l'as dit, de se réunir, tu l'as dit. Donc oui, évidemment que mais ça a toujours été, de toute façon, de tout temps, un combat. La liberté, c'est pas quelque chose de figé. Il faut toujours se battre pour la conserver face à ceux qui veulent te l'enlever. Donc ça, c'est pas un scoop. On vit pas une période particulièrement délétère à ce niveau-là. Mais par contre, il y a des signaux qui sont très inquiétants et qui devraient nous inquiéter, oui, quand on a les moyens de s'inquiéter et de les percevoir, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas forcément le cas. Et après, s'interroger sur pourquoi il y a si peu de gens qui les perçoivent et que tu as l'impression des fois, toi, sur ta chaîne, de gueuler tout seul face à un écran, de dire « Putain, qu'est-ce qu'on fout encore là? Arrêtez de regarder Twitch, on descend dans la rue, etc. » Bien sûr, évidemment, oui. Donc oui, c'est un problème de liberté avec un S. Ouais. Moi, ce qui me terrorise là-dessus, mais là c'est pareil, je m'apprête à digresser, mais ce qui me terrorise là-dessus, c'est qu'en fait, les attaques les plus violentes sur les libertés publiques sont venues d'Emmanuel Macron sur ces dernières années. Elles ne sont pas dans la loi parce que le Conseil constitutionnel a été là pour dire quand même, on va peut-être siffler la fin de la récré. Mais en fait, ça ne tiendra pas longtemps. Le Conseil constitutionnel, c'est vraiment le dernier truc et au bout d'un moment, ils vont lâcher. Moi, c'est ma position. Ma position, c'est de dire maintenant, la première personne qui compte s'attaquer au Conseil constitutionnel, que tout le monde dresse l'oreille, c'est le dernier verrou qui nous protège du fascisme. C'est pas le RN qui a dit qu'il voulait changer le mode. Si, certains au sein du RN le disent, absolument. Éric Zemmour le dit aussi. Mais quand tu regardes, Emmanuel Macron a quand même voulu faire l'article 24 de la loi sécurité globale qui visait à interdire, qui risquait d'amener à l'interdiction de diffuser des images des policiers. Donc ça empêchait les journalistes de documenter les violences policières, retoquées par le Conseil, mais ils ont voulu le faire passer. La loi anti-casseurs avec ses interdictions administratives de manifester. C'est-à-dire que là, c'est la décision du préfet. Si tu veux emmerder quelqu'un, tu lui dis aujourd'hui c'est jour de manif, on pense que tu es un casseur, donc en fait tu vas venir pointer 6 fois dans la journée au commissariat pour qu'on soit bien sûr que tu ne sois pas dans la rue. Recul massif de la liberté de manifester, censuré par le Conseil constitutionnel. Moi, mon inquiétude, c'est pas seulement ce qui est passé, qui est déjà massif, et ce qui se passe dans les manifestations et les brutalités policières sont déjà, le schéma du maintien de l'ordre est déjà inquiétant. Ce qui me terrorise, moi, c'est que là, on a des pierres qui ont été posées qui, dans le cas d'un gouvernement d'extrême droite, pourraient servir à légitimer on a déjà des mesures d'extrême droite qui passent en ce moment, parfois avec les voix de l'extrême droite, etc. Je comprends ta peur, je la partage pas.
je suis pas terrorisé, je suis étonné. Je suis étonné de ton étonnement. Qu'est-ce que tu voulais attendre d'autre de la part Macron, c'est bon, on va parler de lui parce que il est à la tête de l'État, mais en tout cas des libéraux, quoi, des gens qui se considèrent comme libéraux, donc des dominants, des privilégiés, de la bourgeoisie, si on veut étendre le champ à la sociologie. Qu'est-ce que tu veux attendre d'autre de ces gens qui sont en train de se rendre compte que de toute façon, les écarts deviennent tellement énormes que ça ne va pas tenir longtemps, que les gens commencent à gueuler, qu'ils se réunissent sur les ronds-points, qu'ils sont 1,5 million dans la rue à manifester contre une réforme. Qu'est-ce que tu veux attendre d'autre d'eux? Qu'ils agissent brutalement. Le prince, Machiavel, Bachat, tout ça, vulgarisation, il y a deux moyens de rester au pouvoir, se faire aimer, se faire craindre. Se faire aimer, c'est dead. Il n'y a jamais personne il n'y a jamais McKinsey qui arrive en disant « Alors sinon, j'ai une solution. Il faudrait que vous vous fassiez aimer. » Parce que tout le monde dirait « Beaucoup trop de boulot. » Donc, se faire craindre, c'est la seule chose qui leur reste. Et désolé, j'ai l'impression vraiment de faire des trucs de Jamy. Comment ça se fait qu'il tire sur des gens au flashball? Eh bien, regardez, il y a deux manières de gouverner un peuple. Et donc, ils se font craindre. Il n'y avait rien. Je suis désolé de ma posture parce que ça fait un peu cynique, genre, bien évidemment que ça se passe comme ça se passe toujours comme ça. Mais ça se passe putain de toujours comme ça. Si tu prends la Commune de Paris, les gars, ils ont quand même préféré s'allier avec les Prussiens, donc vraiment les ennemis, qui attaquaient littéralement le pays, qu'avec les communards, qui étaient des compatriotes. Parce que les communards, ils étaient là, mais non, mais attendez, ok, on va quand même redistribuer les richesses. Là, il y a des gens, ils sont en train de crever dans la rue, comme aujourd'hui. C'est tout le temps comme ça, la collaboration française. C'est ça, le grand patronat, il s'est largement vautré dans la collaboration, parce que quand tes privilèges sont en jeu, quand ta domination est en jeu, les principes, t'en as plus rien à foutre. Et pour terminer cette longue diatribe révolutionnaire, suivez-moi, j'ajouterais qu'ils se protègent derrière l'état de droit en ne respectant pas l'état de droit. Moi, je suis très pote avec Cédric Héroux, Alpes-Maritimes. La personne la plus condamnée du département, c'est le préfet. Parce qu'évidemment, il reconduit des mineurs isolés, il les refout dans des trains pour qu'ils retournent en Italie. Enfin, il ne respecte pas le droit international. Et on le voit, les NAS sont condamnés, les systèmes de NAS dans les manifestations. Ces gens-là, quand ils sont en danger, ne respectent pas l'état de droit. L'état de droit, il leur sert pour conserver leurs privilèges. C'est tout. Donc, il ne faut pas voler des bagnoles, il ne faut pas voler des sandwichs, parce que ça cause du tort à l'économie, aux petits commerçants. Donc ça, c'est non. La police, on la respecte. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il ne tient plus que sur la police. C'est le seul service public qui n'est pas emmerdé, tu remarqueras. Et surtout, la gueule privatiser les services publics, à la police, ils sont augmentés, les mecs. Donc voilà, faut pas je trouve qu'il faut arrêter de s'étonner. Il faut déconstruire la machine, méthodiquement. Ça va les faire encore plus flipper. Non, mais sur le constat des rapports de force et de domination, je te rejoins. J'avais, jusqu'à peu, la faiblesse de croire en une valeur dont je me rends compte qu'elle était en fait désuète, qui était l'éthique démocratique. Jamais. Mais non, mais c'est ma faute. C'est mon erreur. Je suis prêt à le concéder. C'est vrai. Les banquiers d'affaires, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est pas pour faire un cliché, mais c'est sa psychologie, il faisait des fusions-acquisitions, c'est de faire des coups. C'est une logique comme ça, ce qu'il fait là avec la dissolution, c'est des coups. C'est un mec comme ça, il aime bien faire ça. Mais moi, je suis chaud, j'ai pas de problème avec les mecs comme ça, sauf s'ils sont à la tête d'un État démocratique. Mais tu lui dis, mais non, mais Manu, on va aller jouer au casino. En fait, ce qu'il te faut, c'est ça, tu veux ton petit frisson, et ben tu mets 10 000 balles sur le rouge, et tu vas l'avoir, ton frisson. Mais là, tu es en train de faire ça avec un pays. Donc non, donc tu vas pas le faire. Donc, il faut arrêter de crier Macron démission. Il faut se questionner sur comment ça se fait qu'on a confié l'intérêt général à un banquier d'affaires. J'en reviens à mes aliens qui nous regardent depuis là-haut en disant « Mais putain, mais c'est les plus débiles des débiles, eux. » Bon, Guillaume, à propos d'aliens qui nous regardent, parce que je n'ai pas eu le plaisir de t'entendre depuis 6 semaines, je veux quand même t'entendre une minute sur ce que nous sommes en train de vivre. Car enfin, Éric Ciotti retranché dans son bureau, la dissolution sur littéralement un coup de poker. Pour poser la question préférée d'Emmanuel Macron, comment tu sens les choses, toi? Ce qui doit arriver arrive, donc Éric Ciotti, qui est en position de domination, ne veut pas quitter son poste, ne veut pas quitter ses privilèges. Aux surprises, les Républicains sont un parti qui n'est pas démocratique. Eux sont les seuls surpris de se dire... Oui, oui. Un chef peut faire exactement ce qu'il veut chez nous. Si je veux taquiner ton chat, là, parce qu'on doit être pas mal suivi par des gauchos, on peut parler de Mélenchon, qui, en termes de démocratie, fait pas non plus une preuve éclatante de l'intérêt pour le sujet en ce moment. T'as vu, je prends des euphémismes. Oui,
je vois ça, pour pas te niquer ton chat. Non, mais c'est une engueulade traditionnelle. Mais les gens en situation de rapport de domination, voilà, sont en clair en abusés. C'est pas de moi. Donc, ce qui doit arriver arrive. Donc, comment je vois Éric Ciotti, bah oui. J'imagine toujours ça comme un théâtre. Moi, j'ai beaucoup été interrogé des députés à l'Assemblée, qui est un théâtre assez désuet. Ça m'a toujours fait rigoler parce que déjà, ils sont en costume. Littéralement, ces gens sont en costume, comme au théâtre. Oui. Ça s'appelle un costume. Et moi, ce que j'aimais dire, c'est que c'était une pièce de théâtre un peu huilée. Aux 4 colonnes, par exemple, tu as les journalistes, tu as les politiques, et puis c'est un peu le jeu du chat et la souris. Tu en as qui ne veulent pas parler, c'est une petite pièce de théâtre qui se joue. Et moi, souvent, j'arrivais avec un texte qui n'était pas prévu, parce que, comme je te disais tout à l'heure, je leur coupais la parole. Ça, ils sont là, ben non, c'est pas comme ça. La pièce de théâtre, on la joue pas du tout comme ça, d'habitude. Moi, j'arrivais un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, je vois un peu ça toujours comme une pièce de théâtre un peu nulle. Mais ça m'a pas étonné d'Éric Ciotti. Si tu veux vraiment qu'on parle d'Éric Ciotti. Non, mais ma question, c'est... Déjà, j'ai une question, c'est est-ce que tu n'as pas tout de même été frustré de ne pas pouvoir faire justement une chronique sur Éric Ciotti, François Hollande, le Terminator de Tulle, I'll be back, effectivement, il est de retour. Il y aurait eu matière, mais je n'ai pas cette frustration-là, non. Là, pour le coup, je ne suis pas assez cynique pour me dire « Ah, c'est une matière ». Je ne considère pas que l'actualité, c'est une matière dans laquelle je pourrais sculpter mes blagues. Non. Et puis, encore une fois, j'ai des moyens de m'exprimer. Si je veux faire une blague, je vais sur Twitter, sur Instagram. Enfin, non, pour répondre à ta question, je n'ai pas de frustration. Question, puisqu'on parle du contexte actuel, j'ai vu que le Front Populaire t'avait proposé une investiture. Ouais, très marrant. Il existe donc, j'aimerais bien, tu sais, qu'il y ait les multivers, là, un peu comme Retour vers le futur avec une branche. J'aimerais bien dire oui pour voir ce que ça donne. Mais non, j'ai refusé évidemment pour beaucoup de raisons. Et je vais te dire la première raison, c'est que j'ai pas envie de piquer la place de gens qui sont sur le terrain et qui me verraient arriver en disant poussez-vous. Après, si je peux te dérouler toutes les raisons, on en aurait la nuit. Mais il y en a une autre, c'est que je voulais pas être parachuté. J'ai quand même fait, je sais pas combien de chroniques sur le fait que le parachutage, c'est de la merde, c'est pas pour. Enfin, placard à archives, quotidien, ils m'auraient cartonné, ils auraient eu bien raison. Et puis surtout, c'est pas ma place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Moi, j'ai besoin de m'amuser et je me serais pas amusé. Je me serais amusé la première question au gouvernement. Si je leur ai demandé le perchoir, quand même. Pour juste te dire la question t'adresser à l'autre gros con là, du premier rang. Mais bon, ça m'aurait amusé 1 minute. Et, La responsabilité politique t'attire pas du tout? Qu'est-ce que tu appelles la responsabilité politique? Décider. Tu décides pas à l'Assemblée. À l'Assemblée, tu décides pas, mais cesser de... Voilà. Tu décides peu, c'est vrai. Cesser simplement En fait, cesser simplement de prendre la parole et porter des propositions, être élu, chercher à devenir un représentant du peuple. En fait, je vais pas te dire non, parce que si ça m'arrive un jour, placard faire la vidéo pour dire ah bah il avait dit jamais. Pour l'instant, c'est pas ça qui me motive. Et encore une fois, moi j'ai besoin de m'amuser. Je suis assez égoïste. J'ai assez peu le sens de sacrifice. J'ai besoin de m'amuser en faisant les choses pour pas devenir chiant et aigri pour les autres aussi, si je veux aller au bout du raisonnement. Donc non, je pense que ça m'aurait fait chier. Mais je dis pas qu'un jour, ça ne m'arrivera pas d'avoir cette tentation-là. Mais j'essaierai de me souvenir de qui j'étais avant et de ne pas le faire juste pour ma gueule et de le faire pour l'intérêt général. Bon, ça, à mon avis, c'est plus dur quand tu es dans ces positions-là. J'espère que tu seras là pour me rappeler si ça arrive un jour. Ah, mais écoute... Et non, tu t'avais dit, là, dans lueur. J'archive l'extrait, je le poste. Et maintenant, c'est quoi l'avenir de Guillaume Meurice? Il est bien sombre, vous savez, cet avenir. Eh ben, c'est le moment promo. Alors, c'est le moment promo si tu veux. C'est le moment. Je pense qu'il y a, et je le vois parce que je regarde le chat, il y a des gens qui sont inquiets pour toi, qui se demandent. Non, vous inquiétez pas pour moi. Je dis toujours, j'ai une petite formule, je dis, vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous pour la démocratie, inquiétez-vous pour le pays. Non, vous êtes adorable et tout. Et vraiment, je reçois beaucoup. Je profite pour remercier les gens. Puisque finalement, j'ai pas fait beaucoup de. Non, j'ai même rien fait à la télé depuis. Donc, je remercie tout le monde de tous les messages. J'ai pas encore tout lu. Je vais profiter des vacances. Mais c'est évidemment hyper agréable de lire tout ça. Et ça me touche. Voilà, je dois le dire. Mais vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Je suis bien entouré. J'ai jamais fait ce métier. Pour combler une quelconque faille affective. J'ai des amis formidables comme Clément Viktorovitch, enfin tout va bien, donc
de ce côté-là, ça va. Mais par contre, quoi faire de cette cape de martyr de la liberté d'expression qui m'a été remise par Sybille Veil? Désolé, voici une cape. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça m'intéresse. Ouais. Donc, médiatiquement parlant, plusieurs options s'offrent à moi pour monter quelque chose à la rentrée. OK. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus parce que c'est en tractation, etc., avec des gens. Donc, il y aura quelque chose, quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Là, ce n'est même pas de la rétention d'informations. C'est que, pour moi, pour l'instant, c'est flou, puisque ça vient quand même d'arriver. Je suis en train d'organiser une fête en même temps. Enfin, j'organise plein de trucs en même temps. Mais c'est sûr que j'ai envie de faire quelque chose de ça. Et puis, merde, on était une super troupe avec des gens incroyables. On ne va pas se dispatcher dans la nature. Non, non, faut absolument... C'est précieux ce qu'on avait créé un peu par hasard, finalement. Donc, vous inquiétez pas là-dessus non plus. Il y aura quelque chose. Et puis sinon, j'ai toujours la scène qui est quand même, toi-même, tu connais, un espace de liberté aussi, pas dégueu. J'ai un spectacle avec Éric Lagadec, qui est un astrophysicien, donc on fait un spectacle sur l'infini. Fameuse phrase attribuée à Einstein, il y a 2 infinis, l'univers et la connerie humaine. Et encore pour l'univers, je ne suis pas certain. Bon, on ne sait pas exactement, c'est un peu comme les citations Internet, on ne sait pas trop. Il y a une source de source qui dit que... Bon, bref. Et donc, Éric Lagadec fait l'infini de l'univers et moi, je fais l'infini de la connerie. Donc, on a une conférence à 2 voix. On va un peu sur le terrain l'un de l'autre. Donc, normalement, c'est assez marrant. On l'a déjà joué. Hein. Grosse tournée prévue, j'ai vu. Ouais, pas tant. On a une vingtaine, trentaine de dates. Ouais. Et puis, deuxième actu, je sors une BD dont je suis particulièrement heureux en octobre avec la dessinatrice Sandrine Deloffre, que j'adore et avec qui on a rigolé. Mais on s'est même dit, si personne l'achète, cette BD, on s'en fout. On a tellement rigolé en la faisant que c'est déjà gagné. Et donc, on fait une BD qui s'appelle La révolte sans précédent sur des animaux qui font de l'écoterrorisme, voilà, qui se réunissent dans une clairière, pardon, j'en postillonne, en mode FLNC, canal historique, qui mènent des raids contre les humains. Ça sort en octobre chez Dargaud. Voilà, donc et puis plein d'autres trucs qui vont se rajouter. Un nouveau livre. Mais avec des images pour Émeric. Il le lira, celui-là, j'espère. Oui, donc, grosse actu, on ne s'inquiète pas pour toi. Vous inquiétez pas pour moi. C'était important pour toi, même si rien n'est conclu, que rien n'est joué, mais tu nous dis que c'était important pour toi de garder une place sur une antenne? Non, pas particulièrement. C'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Mais par contre, dans ma vie, j'ai toujours fait comme ça, moi. Je suis assez peu ambitieux et je n'ai pas tellement d'objectifs. Je fais avec la réalité telle que je l'aperçois. Et je me dis, là, je suis un peu devenu la tête de gondole du bordel. J'ai mes potes qui ont démissionné pour moi. Des potes qui sont très aimés, très suivis sur les réseaux sociaux. Il y a moyen de faire... Je vois bien qu'il y a un truc, qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je ne suis quand même pas complètement débile. Donc, voyons ce qu'on peut faire avec tout ça. Beaucoup de gens dans le chat qui te demandent quand est-ce qu'on te voit sur Twitch. Ça fait partie des options. Donc, je ne peux pas dire. Ça fait partie des options, oui. Bien sûr que ça fait partie des options. Mais alors, Twitch, c'est Amazon. Alors, si je vais sur Twitch, on va me dire... évidemment, chaque outil... Évidemment. Moi, j'ai une phrase toute faite pour ça. Je réponds qu'on ne peut pas vivre parfaitement dans un monde imparfait. C'est impeccable. Tu bosseras au cabinet de communication. Exactement. De cette émission. Moi, j'ai une question que je me pose depuis le début de cet entretien. Alors, il faut la dire. Enfin. Et qu'en réalité... Ça se trouve, il aurait pu durer 5 minutes, cet entretien. Et qu'en réalité, je me pose depuis longtemps. Vas-y. On a l'impression, quand on t'écoute parler, quand on écoute ton personnage médiatique, mais même quand on te connaît dans la vie privée, et d'ailleurs, les deux Guillaume Meurice, le Guillaume Meurice privé et public, sont assez proches, ce qui est... je pense. Ce qui est navrant. Non. Il n'y a rien de plus que ça. Et ce qui est assez rare. Le mec est navrant, mais je pense dans la vie, il doit être stylé. Non, mais ce qui est assez rare, en réalité, j'ai l'impression. Et donc, quand on te connaît, quand on t'écoute, il y a une impression, c'est que tout glisse sur toi. C'est ma théorie des plumes de canard, ça. Oui, un peu. Mais attends, je suis blanc, hétérosexuel, j'ai pas grandi dans la misère, mes parents étaient modestes, mais c'est quand même la bourgeoisie culturelle, ils avaient une maison de la presse, j'ai grandi en théorie de bouquin, j'avais pas la télé, enfin je suis quand même ultra privilégié, j'ai grandi en 80, enfin, donc c'est facile pour moi que ça glisse. J'ai pas vraiment de mérite. Et c'est une question de nature et d'éducation aussi. Mes parents ne sont pas dans ces métiers-là. J'ai un rapport au réel qui est très, très, très prégnant. C'est-à-dire que j'aime bien la réalité. Donc, et j'ai jamais
fait ça pour être connu ou reconnu dans la rue. Je te disais, bien sûr que ça fait plaisir et bien sûr que c'est marrant d'avoir une rame de métro qui crie ton nom parce que c'est atypique dans une vie. Je me dis, je m'en souviendrai quand je serai vieux, je dirais, si j'arrive à être vieux, je dirais, tiens, c'est marrant qu'il me soit arrivé ça. Mais j'ai jamais vécu pour ça. C'est pas ça qui me fait me lever le matin. Donc c'est ça qui donne cette impression peut-être un peu nonchalante. Alors on me dit souvent, t'arrives à mettre de la distance entre les choses. Et alors j'ai réfléchi, ça m'arrive. Et alors peut-être, pour être tout à fait précis, peut-être que je perçois mieux la distance qu'il y a entre les choses. Et que je sais, c'est pour ça que je te dis que je suis qu'un humoriste, que ce qu'on fait là, bah oui, mais c'est que du blabla. Alors moi, les gens, ça les intéresse, ils écoutent, ça peut résonner, ça les énerve, etc. Ça crée du trouble, et tant mieux, bien sûr. Mais ça reste qu'une discussion entre deux mâles blancs dominants dans une pièce avec des bougies, c'est très bizarre. Mais ça reste que ça, donc il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Ce qui m'arrive aujourd'hui, le plus grave, c'est que ça peut arriver à plus large échelle. J'ai une dernière question. Encore? Ouais. C'est pas ta dernière question? C'est mon avant-dernière question. Je sais pas du tout l'heure qu'il est, mais je suis très... Ouais, je pourrais discuter la nuit avec toi. On va discuter la nuit. Mais absolument, c'est bon, ça part en marathon. C'est la question avec laquelle je conclus ces entretiens. Et en fait, ça fait écho à la dernière phrase que tu prononces. On est dans un contexte qui, par certains aspects, peut être assez déprimant. Est-ce que tu peux partager avec les gens qui nous écoutent ce qui, pour toi, constituerait une lueur d'espoir? Alors, j'aime pas l'espoir. Déjà, ça commence mal. Je déteste l'espoir. Je trouve qu'on utilise beaucoup trop l'espoir. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec l'espoir? Bon, je préfère, on va vraiment pinailler, mais je préfère le désir. Okay. Parce que je trouve qu'il y a du mouvement dans le désir. Il y a un truc de on y va, alors que l'espoir, c'est comme le bonheur. Il y a un truc un peu léthargique. Voilà, j'ai bien fait chier sur la thématique. Non, mais c'est intéressant. C'est bon, on peut y aller. Bah, je sais pas, je vais dire des trucs clichés, mais les autres, quoi. Aller vers les autres, discuter avec les autres, mais même dans un club de tricot. Parce que le club de tricot, il fait pas de tricot, en vrai. Il fait qu'on se réunit dans un endroit avec un prétexte qui est autour de la laine. Merde, c'est pas très vegan ce que je dis. Bon, alors, faites du palais breton. Voilà, vous êtes un club de palais breton, et ce qui se passe dans un club de palais breton, c'est pas du palais breton. C'est que les gens, ils communiquent entre eux, et ils créent du commun, et ils font vivre ce qui fait notre spécificité humaine, qui est ce qui se passe entre nous deux. On n'est pas tant intéressant en tant qu'individu. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre nous. J'imagine, on a essayé de le faire ce soir. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, la tentative est intéressante. Tenter des choses. Et j'ajouterais un deuxième truc, si je voulais vraiment faire le mec qui donne des conseils, mais bon, c'est ce que tu m'as demandé. J'avais répondu ça une fois à une personne qui me disait, mais ouais, mais moi, à mon niveau... voilà, je suis bénévole au Resto du Cœur, je fais ci. Je voyais que c'était une personne qui se démenait pas mal pour les autres et qui se disait, mais je vois bien que ça suffira pas et que même si tout le monde fait comme moi, ça suffira pas. Et je m'étais dit, mais en fait, politisez vos actions. C'est-à-dire que ça suffit pas en fait d'arriver à être donné au Resto du Cœur. Bah, c'est bien, hein, je dis pas de pas le faire, mais ça suffit pas si les Restos du Cœur c'est juste là quand quelqu'un a pas à manger pour lui donner à manger. Demandez-vous pourquoi il a pas à manger et que d'autres gens ont trop de bouffe et la jettent. Ça, c'est intéressant. Et ça peut donner non pas de l'espoir, mais du désir de changer ça. Merci, Guillaume. Ben, je t'en prie. J'ai essayé de te faire une petite conclusion. Elle était parfaite. Non, mais je le pense vraiment. Je suis vraiment sincère là-dedans. Merci pour cette soirée. Merci, c'est chouette. Merci les amis de nous avoir suivis nombreuses et nombreux. On se retrouve à la rentrée, fin septembre probablement, pour un prochain épisode de Lueur. Merci Guillaume. Merci à toi, c'était très agréable.